investis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Pour la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien. Bonjour et bonjour à tous. Voici l'émission Point Critique. Aujourd'hui, bonjour, je vais dire bonjour à Camille. Bonjour. Bah écoutez, bonjour citoyens, citoyennes. Bienvenue à l'émission Point Critique. Point Critique qui revient donc cette semaine encore et pour quelques temps encore, je crois, pendant les vacances, on va essayer d'organiser quelques émissions. Donc bienvenue. N'oubliez pas notre page Facebook, donc Point Critique, POINGS et critique au pluriel, Point Critique. On vous parlera peut-être un peu plus tard d'une idée en fait qu'on a eue de faire une émission de télé, une émission vidéo, filmée, etc. On vous tiendra informé sur Facebook. Eh ben écoutez, bien content, auditeurs, auditrices, de vous revoir. Là, je crois qu'on va avoir une émission de radio qui va être où on va parler de théâtre, d'impro. Et ben je te repasse la main, mon cher Alain. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la compagnie L'équipe bis avec Mathilde. Bonjour. Avec Nad. Bonjour. Et Aurélien. Bonjour. Et super voix d'improvisateur. J'étais obligé. Alors du coup c'est une émission un peu spéciale parce que du coup il y aura que l'équipe bis présente aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'impro, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'improvisation théâtrale. Est-ce qu'il y a un de vous qui pourrait m'en parler? Qui c'est qui se lance sur ce grand sujet? Allez, vas-y Aurélien, on te sent motivé. Moi je me lance sur ce grand sujet. Qu'est-ce que c'est que l'improvisation théâtrale? L'improvisation théâtrale, c'est du théâtre sans texte, déjà, tout simplement. Il y a du texte, mais il n'est pas écrit en amont. Ah, il n'y a pas du texte écrit, oui. Il y a du texte, c'est pas que du mime, effectivement. Tu vois, ça part mal comme explication. Bah oui, mais bon, après, voilà, il faut que je parte de base, tu vois. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, tout est créé en direct live. Les comédiens, sur scène. Voilà, on est à la fois comédien, metteur en scène, scénariste, en live. Oh là là, ça fait gonfler les chevilles, hein. Excusez-nous. Ouais, c'est ça. Vous allez arriver à sortir du studio après? Oui, on espère. Ok, bon c'est bien cette petite chose un petit peu de savoir qu'est-ce que c'est que l'impro, parce que parfois on dit ouais on fait de l'impro et tout ça, et puis moi quand je cherche le mot improvisation sur internet, je vois actualité, le gouvernement est dans la totale improvisation. Du coup on se dit c'est un peu négatif comme terme, quoi, un peu amateur, un peu comme ça. Du coup qu'est-ce que cette image là un peu négative, d'où ça sort, enfin comment vous voyez le truc? Ouais, on peut comprendre ça d'une certaine manière où toute l'écriture en amont c'est un travail, et du coup on se dit que le travail n'est pas fait quand on fait de l'improvisation, mais je pense que c'est d'autres choses qu'on exploite, et que ça soit le jeu avec les personnes, donc l'écoute avec les gens, arriver à jouer avec l'autre sans qu'on ait prédit ce qu'on allait faire en fait. Donc rien que ça de base, c'est déjà c'est un skill, quoi. Tu vois, c'est une compétence un peu. En anglais, boum. Ouais, petit mot anglais. Ouais. C'est péjoratif parce que l'improvisation en tant que mot, il existe une fois en fait qu'on a décidé de séparer le théâtre écrit et le théâtre improvisé. C'est à partir de là qu'on a appelé ça de l'improvisation et que c'est devenu quelque chose qui est extérieur au théâtre. Mais pendant longtemps, l'improvisation, c'était quelque chose qui était interne au théâtre en soi. Et donc il y a un petit côté péjoratif de base dans ce terme-là, improvisation. C'est ceux qui n'ont pas de texte, quoi, et qui vont sur scène sans texte écrit, sans auteur. Et à un moment, on a bien voulu faire le distinguo entre ceux qui mettaient en scène des auteurs, des textes écrits, et ceux qui ne le faisaient pas. Mais dans le théâtre antique, il y avait de l'improvisation pendant les pièces de théâtre. Il y en avait et pas puis longtemps, on considère que l'impro, ça peut être inné et qu'on peut faire ça, qu'on l'a dans le sang ou qu'on l'a pas dans le sang. Mais ça s'apprend, c'est une vraie discipline qui s'apprend. Il y a des techniques, on travaille aussi énormément les personnages, parce qu'au contraire, on doit construire notre personnage
instantanément et spontanément. Les histoires, on doit les créer aussi. C'est pas parce qu'elles sont pas écrites qu'il n'y a pas des histoires qui se tiennent et qui racontent vraiment quelque chose. Donc tout ça, ça s'apprend et c'est une vraie discipline qui demande beaucoup de travail. Ah, Waouh. Travail, toujours le travail. oui, donc du coup, quand on dit que quelqu'un improvise, du coup, il y a une part de préparation énorme pour que la personne arrive à puiser en fait dans tout ce qu'elle a appris avant. C'est ça en fait. Ouais, c'est Absolument. ça. C'est beaucoup de techniques qu'on apprend et qu'on essaye d'entrer comme pour que ça devienne des automatismes en fait, pas quelque chose qui soit réfléchi et quelque chose qui soit instantané sur scène. Et pour faire rentrer quelque chose pour que ça devienne un automatisme, il y a pas mal de travail en amont pour que ça rentre tout simplement quoi, et qu'on passe pas par la case tête, qu'on passe directement par la case action. Magnifique. Ouais. Bravo. Merci Nad. Si vous voulez que ça soit clair, vous me demandez. Moi, j'avais envie de voir avec Camille si je crois que vous nous avez apporté un petit peu des musiques en fait pour aujourd'hui. Camille, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont prêtes aujourd'hui là maintenant? Je pense, je peux essayer d'enclencher un truc. Attends voir. Est-ce que techniquement c'est possible? On va voir. Attends, là, je suis en train de le faire parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui fonctionne pas. Attends. Auguste Wood, je crois qu'on va écouter Caroline, la chanson s'appelle Caroline. Caroline a des gros seins, ça tombe bien, j'ai des grandes mains, mais elle veut pas les montrer. À celui qu'elle traite d'obsédé, elle rêve un bel italien, un beau gosse cousu main, un petit peu bien bronzé. Et moi je suis blanc comme un bidet, mais un jour elle m'aimera d'amour. Y a plus qu'à attendre mon tour, mais ouais, un jour elle m'aimera d'amour. Et j'espère que ce sera pour toujours. Caroline a un petit cul, elle se tient très bien dessus. Je veux bien qu'elle s'assoie sur ma tête, mais attention, faut pas qu'elle souhaite que je reste là sans rien dire, que ni même je ne transpire. Je veux bien être sa banquette ou être avec elle sous la couette, mais un jour elle m'aimera d'amour. Y a plus qu'à attendre mon tour, mais ouais, un jour elle m'aimera d'amour. Et j'espère que ce sera pour toujours. Caroline a un petit grain de beauté au creux de ses reins. Je le sais, je l'ai découvert sous sa douche cet hiver. J'étais pas bien invité à venir la reluquer. Elle m'a cogné au vignol. Depuis j'en ai une qui est toute molle, mais un jour elle m'aimera d'amour. Y a plus qu'à attendre mon tour, mais ouais, un jour elle m'aimera d'amour. Et j'espère que ce sera pour toujours. Même la marque de son chien, je le sais, je l'ai souvent gardé en échange d'un baiser. Un jour elle m'aimera bien et elle sait pas que cela vient de mon charme bien caché, mais il reste plus qu'à le trouver. Mais un jour elle m'aimera d'amour, y a plus qu'à attendre mon tour, mais ouais, un jour elle m'aimera d'amour. Et j'espère que ce sera pour toujours.
je fuis. De nuit, je me cache. Dans l'ombre, je longe, je marche. Je souffle, je cours, sans relâche. Fugace, sous une lune de glace, une pièce d'argent dans la main du passeur. Ce soir, j'embarque à bord, là où s'entassent les corps de ceux qui bravent la mort. L'espoir à bâbord, aucun port, aucun havre de paix. Même la mer rejettera nos cadavres, guidés par les sirènes. Ma clandestinée se dessine depuis une plage syrienne, ou de la corne de l'Afrique. Mon corps est graphique, mon corps est pratiquement mort, mais il s'agite encore, avant que les forces de l'ordre rappliquent. Identitaire, mais humanitaire, promise, sécuritaire, d'asile. Mon père, mon fils, mon frère, ma sœur, ma fille, ma mère, présents sur terre et dans ma chair, à chaque cri qui me déchire, chaque prière pour ceux qui me sont chers. Quand m'échappe ce que je cherche, j'approche, j'arrive, je m'attache, je m'accroche, j'agrippe, j'arrache. Une porte, une grille, une bâche. Mon naufrage, mon offrande. Après la mer, nous serons les vagues. Des rivières de misère, l'écume aux lèvres. Ouvrez le feu, ouvrez les vannes. Au moins regardez-moi, sur ma peau s'écrit mon voyage. Je ne suis pas le témoin, je suis le témoignage. Migrant, mi-homme, on m'exile, on m'exhibe. Je n'existe que dans le mouvement. Pour être libre, je cours tout le temps. Corps et âme, je cours après le sésame. Entre des murailles qui m'isolent, des grillages qui cisaillent l'humanité à découper selon les pointillés. Mais il paraît que la nuit, sur certaines plages du Maroc, on peut voir scintiller les lumières de l'Europe. Mon père, mon fils, mon frère, ma sœur, ma fille, ma mère, présents sur terre et dans ma chair, à chaque cri qui me déchire, chaque prière pour ceux qui me sont chers. Quand m'échappe ce que je cherche, je tombe, je plonge, je nage, je me noie, je bois, je crache, je cède, à l'aide, je lâche. Les mirages, les miracles, les miradors, les mirages, les miracles, les miradors. On fait quand même un gros coup de pub à August Wood et Mehdi Kruger. Googleisez ça et vous allez rencontrer deux artistes super. Absolument, absolument merveilleux dans deux univers très très différents, ouais. Mais qu'on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer sur les phases B et qui nous ont fait beaucoup rire. On a improvisé leur vie passée, leur vie future et vraiment, ils ont vraiment joué le jeu et c'était très 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 agréable de jouer leur vie. Un beau moment. Ouais. Un beau moment de théâtre improvisé. Voilà. Bon bah tant pis. Tant pis. Passons à autre chose. C'est pas grave. Peut-être qu'au montage, j'arriverai peut-être à les monter pour qu'ils passent quand même. Tu ouais. Les fichiers. Ok. Donc on fait jour. Bon bah alors ça, tu veux qu'on fasse des petits sons pour te dire que c'était super. Waouh, Mehdi, c'est vraiment génial. C'est vrai que là, sur cette chanson-là, il est vraiment au paroxysme de son art. Hein. Ok. Apogée. Merci Aurel. Et Auguste, qu'est-ce qu'il est ? Il est funky ce type. Bah funky, drôle, sincère, modeste. Voilà. Tu caleras ça dans l'ordre que tu veux, Alain, pour que ça passe quoi. Merci. Moi, je peux dire que je suis un petit peu amoureuse des deux, du coup. Oui, tu peux le dire. D'accord. Alors, du coup, vous êtes plusieurs là dans l'équipe BIS, vous êtes 3. D'habitude, vous êtes combien ? Vous êtes 6, c'est ça ? On est 6, ouais. Ouais, c'est ça. Il manque Paola, ouais. Étienne et David, à qui on fait plein de gros bisous. Oui, on pense à vous. On pense à vous. Ils sont en train sûrement de faire de l'impro, les connaissants. Si ça se trouve, ils nous écoutent, non ? Sur Internet ou ailleurs ? Je crois qu'ils sont vraiment à un stage d'impro. Ils sont vraiment à un stage d'impro. Mais je pense qu'ils vont réécouter ça dès ce soir. Des dizaines et des dizaines de fois. Sûrement. Ce soir. Pour nous entendre en boucle.
Voilà, on leur fait des bisous. J'espère que l'émission sera dispo ce soir. Je vais voir si je peux essayer de le faire. Ou demain, ou ultérieurement. après-demain, ou après-après-demain, excuse-nous. C'est du montage, hein, tu sais. Je sais ce que Oui, no Kung Fu. Du coup, j'avais envie de savoir, en fait, vu que j'ai toi, Aurélien, Nad et Matoche sous mes yeux et sous le micro, quel est en fait votre parcours à vous par rapport au théâtre, par rapport à l'impro, et après derrière, quelle est cette idée saugrenue de monter une compagnie et de faire un truc qui s'appelle l'équipe bis? Eh ben, on a des parcours bien différents. Ouais. Donc, je te prie. Allez, je me lance. Mon parcours théâtral, c'est né au collège avec ma prof de français qui m'a donné le goût du théâtre et de jouer sur scène. Ça s'est poursuivi au lycée. J'ai fait un bac avec spécialité art dramatique. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de monter mes premiers classiques avec du Shakespeare, du Tchekhov et tout ça. Et ça a été une très très bonne école. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des études. Des vrais. Comment ça Commence pas. Et non, je ne commence pas. Et du coup, j'ai toujours continué en amateur. J'ai découvert l'impro en travaillant sur le festival Spontaneous en tant que coordinatrice avec la troupe d'impro et compagnie. Et puis voilà, l'impro est entrée dans ma vie. J'ai adoré ça très très vite. Et puis ça devient très vite un peu addictif, l'impro. Donc on a continué. Voilà, j'ai rencontré Nad à cette occasion-là. Et oui, je sais, ça ravit chaque jour de ta vie. Que Dieu fait. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis comédienne et improvisatrice puisque je travaille dans notamment 2 compagnies de théâtre écrit qui sont Cocotte Compagnie et Arsenic. Et voilà. Et puis l'équipe bis a 1 an aujourd'hui ou presque. Ouais. Le 17, elle aura 1 an, donc après-demain. Et comment c'est venu? C'est venu de l'envie de rassembler. On était 6 potes, on s'entendait super bien, et puis en impro ça fonctionnait, et puis on avait envie de créer un truc un peu à nous, avec nos valeurs, nos envies, et puis de se sentir libre de créer ce qu'on voulait. Et puis on avait plein d'idées de concepts d'impro qu'on voulait monter. Et donc l'année dernière, on s'est dit lançons-nous vraiment et créons cette compagnie. Et puis on s'attendait pas, je pense, à ce que ça décolle aussi vite que ce que ça a fait cette année. Mais on en est hyper content. Et puis voilà, l'équipe bis est née un peu sur un coin de table d'une idée un peu folle, spontanée. Et puis voilà. Maintenant, on espère que ça va durer longtemps. Déjà 1 an, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très très bien, ouais. C'est un petit bébé, quoi. Et puis on s'aime toujours bien tous les 6. Ouais, ça va. C'est bien. Ça va. Et donc on ment à la radio. Très bien, donc on s'adore. Premier mensonge. On s'adore. Nat, ton CV, ton parcours, ta vie. Alors, moi aussi, j'ai commencé le théâtre assez jeune. Je devais avoir une dizaine d'années. Moi, c'est parce que j'ai vu mon frère jouer sur scène. Et comme il a toujours le bon goût d'avoir des bonnes idées avant moi, je me suis rendu compte qu'il avait eu là encore une très bonne idée. Ça m'a pas lâché depuis ce jour-là. Donc, on a fait des cours de théâtre dès le collège. Et puis, on a fait des bacs théâtre. On a fait ce genre de trucs. Après le lycée, on est allé dans une école de théâtre. Et puis, on a arrêté. Pas pour faire des études, donc ce qui n'était pas très intelligent d'arrêter pour ma part, mais on a quand même arrêté un petit moment, et puis on a décidé de reprendre l'improvisation théâtrale, puis on a rencontré Mathilde Crébier, puis on a rencontré d'autres gens. Puis on parle à la 3e personne. Et puis on parle de soi à la troisième personne, parce que comme ça c'est marrant. Mais moi j'apprécie que tu dises mon nom de famille. Ouais, Mathilde Crébier, t'aimes bien ça sonne. Ça me met un peu en valeur. Non, ouais, on a rencontré un peu des gens, il y a une volonté de se professionnaliser aussi. Et ce qui nous a aussi rassemblés. Et puis on a monté la bis, l'équipe bis, voilà, et on est très contents. Moi oui, Aurélien aussi, je crois. Mais moi aussi. Voilà, après je vais pas rentrer plus dans les détails, quoi, mais parcours assez classique pour le coup. Ouais. Mais toi, Aurélien, du coup? Et moi, je pense que ça a commencé, je devais être en CM2, spectacle de fin d'année, on a fait une pièce de théâtre, et je me suis à peu près dit tout de suite que je voulais faire ça tout le temps. Parce que un endroit où on peut faire le con et où les gens sont contents, c'est quand même pas n'importe où. Ça marche dans mon salon avec ma mère, mais sinon pas. Certains politiciens aussi. Avec certains politiciens aussi. Et du coup voilà, au collège j'ai continué un petit peu comme Mathilde avec
les cours de théâtre qui sont le mercredi après-midi avec une prof de grec, je crois que c'est une prof de grec et une prof de français qui faisait ça, et avec un comédien, tout ça. Donc j'ai fait tout le collège, j'en ai fait 3 ans là-bas. Après au lycée, j'ai voulu faire l'option théâtre, j'avais pas été pris à cause d'histoire, de notes de français, parce que j'étais pas très travailleur. Ouais, j'étais pas un j'étais pas un mauvais élève, j'étais juste pas travailleur, quoi. Tu vois, tu connais l'éternel incompris, quoi. Ouais. Et du coup voilà, et j'ai continué un peu le théâtre aussi un peu au lycée en dernière année, et j'ai commencé l'impro à peu près par là, vers en première terminale au lycée, et j'ai compris qu'en fait c'était ça que je préférais, parce que je pouvais y aller sans avoir un texte, et puis que je pouvais faire ce que je voulais en fait, et que du coup j'étais libre de tout, et que j'étais pas coincé dans un projet, et que des fois quand tu fais du théâtre t'es coincé sur un projet sur l'année qui t'intéresse pas forcément, et l'impro c'est tout le temps différent, donc c'est l'avantage aussi. Du coup voilà, j'ai arrêté, j'ai fait des études de géologie, qu'on le croit ou non. C'est vrai, j'avais oublié cette période. Moi j'ai effacé de ma tête. Ouais, la géologie, la science de la Terre, l'information. si je vous suis des bons cours de métamorphisme et tout ça. T'as fouillé des cailloux. Un big up à Véronique Gardien, ma prof de tectonique et de métamorphisme. Salut Véro. Adorable. Salut Véro, on t'embrasse. Mais donc voilà, et après j'ai un peu arrêté l'impro pendant 3 ans à peu près. Et puis j'ai repris, j'ai rencontré Cézoa, j'ai rencontré un peu toute cette équipe-là, et puis petit à petit ensemble on s'est rencontrés en impro, dans la vie, et on a commencé à s'apprécier, et C'est puis beau là. C'est à hyper beau. vouloir créer ensemble et créer cette compagnie qui maintenant grandit. Voilà. Beaucoup d'émotions. Mais donc voilà, un parcours où on a tous essayé de faire quelques petits schmilblick à côté aussi, quoi. Puis il faut manger aussi des fois. Ouais, j'allais dire comment vous faites pour manger. L'équipe BIS vous donne à manger ou Pas beaucoup, un peu. Un peu, ouais. Un peu. Ça donne à manger, mais ça donne pas le loyer. Du coup, ou ça donne un peu le loyer, ça donne pas à manger. Ça dépend comment tu vois le truc, quoi. Mais oui, on fait tous un peu des choses à droite à gauche pour rentrer un peu de sous. Et puis, non, des fois même des projets intéressants. Aussi qu'on aime bien, donc mais ouais, on essaie tout de faire des choses à droite à gauche, et puis on continue à développer l'équipe BIS pour avoir un peu plus de travail. On intervient dans les entreprises, par exemple, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont là, N'hésitez pas. vous pouvez nous contacter, on a forcément un truc cool pour vous. C'est pas mal comme ça. C'est très bien, Nat. T'as vu? Mais par Je contre, j'espère que valide. vous avez bien compris, ça ne sera pas en rapport avec la géologie. Non, ce sera un rapport avec on peut faire un truc sur la géologie, hein, mais franchement, on vu peut mon faire, niveau, ouais. faut mieux faire un truc sur l'impro, je crois. la géologie improvise? Donc oui, non, mais on fait du team building, on peut faire des interventions, des spectacles, on fait pas mal de choses différentes. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu plus vecteur d'argent que de la scène sur Lyon, par exemple. Pour être honnête avec vous. Oui, vous êtes tous intermittents du spectacle ou... Ça arrive. Ça Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Un jour, parce qu'on On y y arrivera. croit. Ouais, Ça non. va venir. Non, ouais, là, Je pense l'année c'est la première année de l'équipe BIS, c'est pas encore, on est 6, donc Ouais. ça aurait été impossible qu'on ait tous notre statut. Mais L'année prochaine, ça devrait être bon. Ouais, pour on y beaucoup croit d'entre vraiment. nous. Ouais. Et puis on fait tous d'autres choses à côté, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, c'est pas une mission impossible non plus d'avoir son statut d'intermittent. Oui, C'est- j'imagine. C'est c'est pas- difficile, faut travailler beaucoup et faut y croire beaucoup, mais c'est pas non plus, c'est pas impossible, voilà. Et autrement, vous recrutez aussi des comédiens ou vous vous plaisez à 6 comme ça et vous voulez personne d'autre, vous faites alors- une autarcie et On Alors, est extrêmement fermé. vous n'aimez personne d'autre. Dans la compagnie en elle-même, non. On est bien entre nous. Et puis c'est notre bébé un peu, l'équipe. donc, C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile maintenant d'intégrer quelqu'un qui est pas là depuis le début, qui a pas investi du temps comme nous, tout ça. Après, on aime bien jouer avec plein d'improvisateurs, donc on a pas mal invité cette année, et l'année prochaine, on devrait avoir quelques joueurs en plus qui vont graviter sur pas mal de spectacles qu'on fait, et du coup, on aura un peu plus de joueurs l'année prochaine avec nous. On sera à plus que 6. Voilà. J'ai l'impression que pour faire de l'improvisation et être prof, j'ai l'impression que il faut aimer les gens avec qui on fait de l'improvisation, peut-être plus que dans le théâtre classique où finalement chacun a ses rôles. Tu parlais de théâtre classique tout à l'heure. J'ai l'impression que improvisateur, faut quand même être soudé. Enfin, il faut quand même faut savoir aussi comment l'autre va partir. Oui. C'est surtout ça aussi. Ouais, très il y a important. une connexion. Ouais. Oui, et sûr. puis il y a des univers que j'ai l'impression qu'on improvise aussi plus facilement au bout d'un moment quand on connaît bien les gens avec qui on est, parce qu'on connaît les univers, parce qu'on sait vers où ils vont aller dans ce type d'impro-là. Et ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que quand on improvise, il y a un côté cohésion de groupe qui est beaucoup plus important que effectivement en théâtre classique. Alors
même si en théâtre classique, pendant les séances de répète et de résidence et tout ça, on a intérêt de bien s'entendre plutôt pour que ça se passe bien. Mais c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'en impro, sur scène, quand on voit deux personnes qui se connaissent très bien et qui s'adorent jouer ensemble, c'est évident. Il y a des choses qui se passent qui sont évidentes. Alors que des fois, quand on connaît pas bien la personne avec qui on joue, voilà, on tâte un peu plus le terrain, on sait pas trop forcément vers quel univers ça va aller. Et du coup, c'est vrai que c'est génial de jouer avec des gens qu'on connaît très bien. Et puis c'est vrai que du coup, tu te reposes pas sur le texte que t'as, parce que c'est vrai, comme tu disais dans le théâtre classique, l'avantage c'est que même si peut-être la connexion avec la personne elle est pas incroyable ou quelque chose, t'as toujours ce texte-là et cette base-là de travail qui fait que de toute façon tout le monde va aller dans la même direction. C'est ça, t'as un support. Quoi. Voilà, c'est ça, il y a un support, et l'impro, le support c'est justement cette connexion-là un peu invisible qui se crée aussi, quoi, avec des bases communes et des techniques. Ah non, mais c'est sûr que de toute façon, plus t'as de références communes avec un comédien, plus tu connais son univers, et du coup, on va arriver à se comprendre très rapidement. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, comme disait Matoche, qui est très palpable sur scène, de rencontrer, tu te dis tiens, ces deux improvisateurs ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font là maintenant, ils se connaissent, donc ça c'est vrai que c'est plaisant à voir, mais c'est aussi intéressant la rencontre en impro aussi, et c'est-à-dire de se retrouver sur scène avec quelqu'un qu'on connaît absolument pas et qu'on va découvrir, et pourtant avec qui il va falloir avoir un peu cette espèce de connivence qu'on a avec des gens qu'on connaît et qu'on va devoir créer, et des fois, parfois même, on a des rencontres même sur des spectacles qu'on a vus, qu'on n'a pas forcément joué, des gens se connaissent pas, ils se rencontrent et ça marche, quoi, et ils se découvrent, et c'est aussi intéressant à voir, de les voir se comprendre au fur et à mesure, de mieux en mieux, et donc oui, il y a un peu de facilité, en tout cas des choses plus simples à faire avec quelqu'un qu'on connaît, mais je trouve ça aussi intéressant, la rencontre. Vraiment. Je pense qu'il faut se mettre en danger aussi. Parce qu'à force de jouer avec la même personne, finalement, on joue à peu près la même chose. Tandis que si on joue avec quelqu'un que tu connais pas, il va rebondir peut-être sur quelque chose auquel tu n'auras peut-être pas forcément pensé dès le départ. Quoi. Absolument. Sachant que, de base, il y a de la mise en danger forte en improvisation. On sait pas ce qu'on va jouer, vraiment pas. On a des concepts, donc on a des cases, des règles en fait de jeu qu'on s'est mis, mais on sait pas le fond, ce que ça va être, quoi. Donc la prise de risque en impro, elle est quasi permanente, quoi. De se lancer sur scène et de dire advienne que pourra, et d'y aller. Donc là, il y a de la prise de risque. Mais c'est vrai que l'improvisateur, il cherche à se mettre en danger en testant un nouveau concept. C'est une recherche, je vois souvent, mais même peut-être plus au-delà de l'improvisation chez les artistes, à un moment, une envie de se remettre en danger, et de réessayer quelque chose de nouveau qui est pas facile, et de pas s'enfermer dans les choses qu'on fait. Et ça, je pense, c'est une volonté artistique qui est forte en général. Ouais, c'est le renouveau, puis c'est aussi changer, quoi. C'est aussi aller voir autre part, parce qu'à un moment donné, t'évolues plus et tu progresses plus si tu restes dans des choses que tu connais et que tu maîtrises. Ouais. On n'aime pas trop la zone de confort. Ouais, mais en impro, c'est dangereux, la zone de confort. Oui. C'est très dangereux. Tu te retrouves à jouer, tiens, ce perso-là que je connais bien, que je fais bien, et tu te retrouves en général, quand tu vas dans ta zone de confort en impro, c'est que t'es pas dedans, enfin, que tu sens que le spectacle est pas, il y a un truc qui va pas, du coup tu vas vite te cacher dans ta zone de confort. Alors que je pense que l'improvisateur, ce qu'il préfère, c'est se surprendre lui-même sur scène, quoi. C'est dire quelque chose que lui-même n'avait pas prévu et prendre une direction que lui-même pensait pas prendre, quoi. Donc voilà. En gros, il n'existe pas de vieux acteurs d'improvisation qui font tout le temps la même chose, comme il peut y avoir au théâtre classique. Si, peut-être qu'il y en a, mais après, il y a des gens, ils ont des natures, donc il y a des natures qui se retrouvent, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une discipline dans laquelle on aime le renouveau, on aime, comme disait Nad, se surprendre. Donc les gens qui pratiquent cette discipline-là, souvent c'est pas des gens qui vont rester dans leur zone de confort ou pépère dans des types d'impro. J'ai l'impression que c'est quand même des personnalités où on aime prendre des risques. Moi, on en connaît quelques-uns, des vieux de la vieille, comme on dit, qu'on va tant d'impro, et c'est surtout pas la réflexion qu'on se fait quand on les voit jouer, quoi. On se dit surtout pas, oula, ils se sont bien enfermés dans un truc. En général, on prend une claque et on se dit, tiens, 15 ans d'impro, ça joue, et l'expérience, ça joue, et ouais, je suis rarement. Après, il y a un peu des trucs vieillots en impro, parfois dans du match ou des choses comme ça. Mais à Lyon, on a de la chance.
d'avoir plein de spectacles. Il y a l'Improvidence, on va en faire de la pub un peu. Hein. Il y a de l'Improvidence à Lyon, qui est le premier café-théâtre réservé à l'impro qui a ouvert en France. Je crois que c'était la fin de sa 3e année, là. Il me semble, C'est ouais. où ça? C'est rue Chaponnet, c'est dans le 3e à Lyon. On vous conseille, et ils ont une offre et une proposition vraiment variée dans le théâtre d'impro, et on découvre des trucs incroyables, quoi. Incroyable. On conseille aussi d'aller les voir. Je fais de la pub, hein, Et tu as bien raison. L'Improvidence, rue Chaponnet, Lyon 3, ils sont ouverts tout l'été, il y a la clim. Allez, ça c'est fait. Oui, ils font aussi des stages, je crois. Ils font des stages, ils font de l'information, ils font plein de choses, et puis ils ont fait un gros travail, pour ma part, je trouve, d'éducation du public. Ah ouais, de ouf. Parce que pour beaucoup de gens, l'impro c'est un match d'impro. Des fois, le catch est un peu plus connu, parfois le catch est un peu plus connu, mais dans l'ensemble, voilà. Alors que c'est une toute petite portion de l'impro. Alors oui, c'est avec ça que ça a débarqué en France, etc. Mais il y a plein d'autres choses de fait, quoi. Il y a des gens, par exemple, qui improvisent un Shakespeare, qui vont improviser Molière. Il y a des gens qui vont faire plein de choses. Nous, on propose, par exemple, avec Figurez-vous, de venir sur une ambiance de plateau de tournage où on va avoir le public qui va faire les figurants d'un film, en fait. Donc nous, on va jouer les comédiens et les publics vont venir faire les figurants sur scène avec nous. Ça aussi, c'est c'est notre proposition d'un quelque chose de plus participatif. On n'est pas les seuls, il y en a plein. Mais voilà, quoi. Il y a d'autres choses qui se font dans l'impro qu'il faut aller voir et qui sont ultra intéressantes. Comment tu fais pour improviser un Molière alors que du coup, il y a du texte? C'est des codes. Ils apprennent les codes beaucoup. Ils connaissent bien la façon d'écrire. Ils sont extrêmement doués aussi. C'est des codes, les relations maître-valet, ce genre de choses, la critique de l'époque, etc. Et ça peut être complètement modernisé. En plus, Molière, étant donné que c'est très très universel, ce qu'il raconte, on peut vraiment le replacer dans un contexte complètement actuel. Et ils ont vraiment des codes. C'est là où on revient au travail. En impro, quand on veut proposer des concepts particuliers comme ce type de choses-là, il y a un énorme travail derrière pour justement parler tous le même langage et ne pas se perdre dans d'autres choses. Et c'est vrai que cette compagnie-là, il y a un énorme travail derrière d'apprentissage des codes, d'apprentissage de la langue, d'avoir vraiment une voix commune qu'on connaît tous les comédiens savent où ils vont aller et ça donne des spectacles improvisés absolument exceptionnels. C'est comme un style au final, quoi, tu vois, on pourrait dire un style western, il y a tous ces codes là, un Molière finalement c'est un petit peu plus précis, mais c'est pareil, il y a tous les codes de Molière, il y aura tous les codes de Shakespeare. En général, Shakespeare, tout le monde meurt, donc voilà, ça veut dire. Mais ouais, c'est la Lily qui fait ça, on va dire les noms, parce que c'est cool, c'est les faussaires, ça s'appelle. Voilà, on fait de la pub, nous on est comme ça, on fait de la pub, la Lily, les faussaires, allez voir. Et puis c'est des gens qu'on aime bien. Ouais, c'est pour ça, hein, sinon, ceux qu'on n'aime pas, vous n'allez pas les entendre, mais comme on aime un peu tout le monde, c'est un peu compliqué. Mais oui, on vous conseille ça, c'est vraiment très bien, mais il y a vraiment plein d'autres choses, allez voir là. Se renseigner sur ça, il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir. Parce que sur le travail sur un style du coup d'un auteur, vous allez voir des pièces de Molière ou de Shakespeare ensemble, ou vous regardez des interprétations d'acteurs. Je pense que ça peut faire partie du travail déjà de lire les œuvres. De toute façon, faut les lire, quoi. Enfin, si tu fais un travail sur du Molière, faut avoir lu les Molières. À mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Et après un travail derrière de quels sont l'univers en termes de lieux, en termes d'époque, en termes de relations entre les gens, en termes de problématique dans la pièce. Qu'est-ce que la problématique par rapport au style de Molière, l'humour de Molière aussi qui est un peu particulier. Enfin, c'est clair qu'un Shakespeare à Molière, a priori, il y en a un qui est quand même un peu plus comique que l'autre. Donc déjà. Moi je suis pas d'accord. Shakespeare, tu prends la scène de la mort dans Roméo et Juliette et en fait si tu la lis, elle peut être pris ultra comique. Hein. Le type il se lève à côté, il cherche sa femme 3/4 alors qu'elle est morte à côté. C'est vrai j'ai l'impression qu'elle peut être prise dans un autre sens aussi la pièce. Mais c'est ça qui est bien avec les auteurs, soit dit en passant. C'est vrai que nous, on n'a pas encore fait ce travail-là de travailler sur les auteurs. On connaît par les spectacles de la Lily, mais c'est un truc dont on parle assez régulièrement parce que on trouve ça hyper intéressant, ou même sur des styles cinématographiques, travailler sur un réalisateur, etc. Ça permet vraiment de parler le même langage et du coup, ça donne des spectacles qui sont hyper intéressants à regarder et qui sont assez bluffants. Mais c'est vraiment un travail qui nous intéresse bien aussi et qu'on aime bien voir et
Voilà, et puis c'est un Ouais, peu puis c'est un petit peu nos la papas passerelle, de quoi. l'impro aussi, nos Ouais, papas et nos mamans de l'impro peu qui font ça. Donc, Ils sont là depuis, ça fait partie des gens qui ont lancé l'impro sur Lyon, quoi. Des compagnies qui ont lancé l'impro sur Lyon avec d'autres, hein. Donc, ouais, ils évoluent vachement, ils font des nouvelles propositions, ils font évoluer le truc, quoi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant en impro d'avoir l'impression que c'est quelque chose de très changeant et de très mouvant et que il y a plein de trucs qui sont en train de se créer là de manière contemporaine. Et dans des styles, dans des choix de concepts et tout, c'est vraiment super, quoi. Moi, je prends une claque assez régulièrement en voyant un spectacle d'impro. Après, on aime ça, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, mais oui, ça c'est sourd. Pour avoir vu quelques spectacles d'impro, du coup, le public est très important dans un, je trouve en fait, le ressenti que j'ai eu en fait, c'est que le public a une place assez importante, beaucoup plus presque que dans une pièce de théâtre un peu classique. On recherche de l'interactivité souvent en impro. Ouais. Ouais, et puis ce qui permet aussi d'être d'une certaine manière une preuve que c'est improvisé aussi. Tu vois, la manière de demander au public des lieux, demander une relation, de quelque chose. Enfin, quand on est dans quelque chose d'un peu plus un show ou quoi, quand on reste simplement là, bah c'est aussi une preuve aussi de montrer que bah en fait on n'a rien prévu, c'est votre thème, on va parler de ça, c'est vous qui avez dit qu'on va parler de ça, quoi. Un peu comme le magicien qui demande au public tirez-moi une carte et du coup oui, sauf que nous on l'arnaque pas. C'est la preuve qu'il y a une illusion quelque part, mais du coup oui c'est ça, mais après la différence c'est que là ce n'est pas une illusion, ouais. Et puis après c'est vrai que contrairement à un public qui va aller voir une pièce de théâtre, le public, il a l'air de l'impro, il y a une petite indulgence de sa part déjà. Et puis, il est en empathie avec les comédiens. On le sait, quand tu vas voir un spectacle d'impro, t'es très en empathie avec ce qui est en train de se passer là. Donc, on est dans une ambiance particulière quand on va voir un spectacle d'impro. Et comme disait Aurel, il y a cette volonté de prouver que c'est improvisé, quoi. C'est improvisé, mais c'est sûr qu'on pour parler de la Lily ou des Faussaires, enfin, tu peux aller voir une pièce, si on ne dit pas que c'est improvisé, tu vas peut-être pas les croire, quoi, parce que c'est très bien fait. Nous, ça nous est arrivé avec, figurez-vous, de prendre des critiques en nous disant, votre film, il est pas improvisé, quoi. Et du coup, on s'est dit derrière, faut qu'on rajoute quelque chose qui le prouve vraiment, quoi, que on n'écrit pas, quoi. Enfin, si on écrivait, on le dirait. C'est la personne qui écrit ce commentaire, nous sommes désolés. Ouais, mais nous, mésentente. Mais nous n'écrivons rien. Non, mais nous n'écrivons rien. Ouais. Petite maison du 69. Non, mais des gens, des fois, parfois, nous croient pas, quoi. Ouais, c'est ça ils veulent pas, quoi. Ils disent, ah non, vous avez écrit, mais non. Il y a une sorte de magie un petit peu dans l'impro, au final, quoi. Et ce côté-là où les gens vont ce que tu disais, en fait, l'empathie du coup qui naît de ça, c'est que les gens se disent que c'est un peu difficile, un peu une sorte de création spontanée. Après, tu vois, moi c'est comme ça un petit peu que je vois le truc. C'est un peu l'objectif de l'impro, je trouve. C'est un peu de créer l'illusion que ça a été écrit. Autant une pièce écrite, quand t'apprends ton texte et que tu l'incarnes et que tu le joues, l'objectif c'est de donner de l'illusion que ça n'a pas été écrit et que ce qui se passe là, ça se passe. L'impro pour moi c'est un peu l'inverse en fait. C'est rien n'est écrit et tu veux donner l'illusion que c'est écrit pour rendre ça super bien fait, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que, je sais pas, quand tu fais du théâtre, en fait, c'est comme si t'arrivais sur scène habillé et t'essaies de garder tes vêtements. Et l'impro, t'arrives sur scène à poil et tu chopes des vêtements. Et tu t'habilles. C'est une belle métaphore. C'est très beau. J'en remercie. Super. Tu chopes aussi des vêtements du public, du coup. Du coup, tu chopes un peu des vêtements là où tu peux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un truc en impro que le public, j'ai l'impression, aime, parce que moi, c'est une sensation que j'aime bien quand je vais voir des spectacles d'impro. Et pourtant, ça me lâche pas cette sensation. Pourtant, je fais de l'impro. C'est que à tout moment, il y a un comédien sur scène qui peut te demander quelque chose. Donc, quand t'es dans le public, t'es toujours un peu alerte et du coup, t'es d'autant plus attentif. Parce que à tout moment, par exemple en show d'impro, le maître de cérémonie peut demander un thème, un lieu, une relation, peu importe. Et du coup, c'est une sensation qui est hyper agréable aussi de se dire, ok, je vais peut-être participer un peu au spectacle. Et j'ai l'impression que le public d'impro recherche aussi ça, un peu parce que mine de rien, il se met un petit peu en danger aussi parce que peut-être qu'il va pouvoir intervenir. Et c'est vrai que c'est une sensation que je sais pas si vous, là, des Aurel, ça vous le fait, mais... Quand on tire leur thème, les gens sont contents. Ils disent, j'aurais bien aimé que vous tiriez mon thème, j'avais mis un truc bien. Après, c'est vrai que dans l'impro court et dans tout ce qui est catégorie ça, c'est assez performance comme type d'impro, ce qui est, dans le sens, il y a un côté performance dans l'impro qui n'est pas forcément recherché, mais il y a des catégories qui fonctionnent. Quand tu fais un rewind forward à des gens et que du coup ils reviennent dans l'impro, ils la font à l'envers, à l'arrière, à l'envers, à l'arrière.
première fois que tu vois ça, que tu sais que c'est improvisé, c'est un petit peu impressionnant, quoi. Après, tu t'apprends à le faire, tu te rends compte que ça se fait, que c'est technique, mais que ça se fait. Et donc, t'as un peu de ce truc-là. Donc, il y a toujours un côté comme ça, le public est vachement en haleine parce que, si tu veux, le MC a annoncé quelque chose de quasi impossible et toi, tu vas regarder en tant que public le comédien y arriver, ou même essayer d'y arriver va être suffisant quelque part de se retrouver. Après, dans d'autres choses, dans des formats plus longs, dans des formats, tu vas peut-être rechercher autre chose aussi dans ce que tu vas voir en impro. Et moi, c'est vrai que par exemple, des comédiens qui, de manière improvisée, vont me toucher ou vont me mettre la larme à l'œil ou vont faire quelque chose comme ça, moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui me sèche en impro, quoi. Je trouve ça très impressionnant et du coup, ouais, il y a cette empathie-là avec le comédien. On est dans ce truc-là, on le voit fabriquer et on est lancé dans ce truc-là avec lui. Et voilà, c'est très difficile à raconter, par exemple, un spectacle d'impro. Je sais pas si vous avez déjà vu un spectacle d'impro, tu peux le raconter à quelqu'un, les gens vont toujours te regarder d'un air assez circonspect. Et alors qu'au moment où fallait le voir, l'impro, fallait être là au moment où ça arrive et fallait le vivre au moment où ça arrive. Enfin, pour moi, hein. Et du coup, ouais, il y a ce truc-là. Même sur un spectacle, il peut y avoir des rappels sur des impros d'avant, tu vois comment on en. C'est du spectacle vivant, en fait. Bah ouais, vraiment. C'est presque la définition du spectacle vivant, en fait. Oui, peut-être. Oui. Cette notion-là qui est de dire que le public est aussi impliqué, c'est le troisième, je sais plus comment on appelle ça au théâtre, le troisième. Le quatrième mur. On brise le quatrième mur. Ouais. Le quatrième mur, ouais, c'est ça. Mais ça dépend parce que des fois, on va pas forcément, on peut avoir, sans briser le quatrième mur, on peut avoir une demande du public en amont, puis quand l'impro se lance, cette impro, elle est fermée, quoi. Le public n'a pas forcément une influence dessus, quoi. Mais est-ce que quelqu'un peut faire une définition du quatrième mur, parce que je suis pas sûr que nos auditeurs et auditrices. Eh ben, si vous imaginez la pièce de théâtre comme une pièce, vous avez un mur à gauche, à droite, et un mur au fond. Et il faut imaginer qu'en fait, il y a un mur devant, qui est le quatrième mur. Et on fait comme s'il existait pour les comédiens, c'est-à-dire qu'on fait comme si que cet espace était fermé, que personne regardait. Et quand on casse le quatrième mur, c'est qu'on va rentrer en fait en dialogue où on va parler au public. Et donc du coup, on va casser cette illusion du fait que là, en fait, il y a un mur. Comme dans un film, quand le comédien regarde la caméra. Voilà, quand le personnage parle directement au public, comme Deadpool par exemple. Voilà. Quand il parle au public. Deadpool est totalement méta, comme on dit. Dans les Men in Black aussi. Voilà. Quand la personne en fait parle, quand le comédien parle au public, on dit voilà qui brise le quatrième mur. Et encore, il faut faire attention parce que on peut considérer qu'une aparté, elle peut être faite par le personnage. Donc du coup, quelque part, elle est pas méta, elle casse pas l'impro. Ça peut être aussi quelqu'un, on peut imaginer, qui se parle tout seul dans sa tête. Donc c'est c'est pas forcément une aparté. C'est pas forcément une aparté. Ça dépend ce qu'il va être pour moi. Ça dépend ce qu'il veut dire. Si c'est le comédien qui parle et qui reste dans les clous, oui, on va être encore dans les clous, quoi. Si à partir du moment où il commence à parler au public ou remettre un truc au public ou dire tout simplement ça se passe mal comme dans cette impro et expliquer par exemple ou parler du fait qu'on est dans une impro, à ce moment-là on casse le quatrième mur. Ça me fait penser ça. J'ai travaillé dans un théâtre pour enfants dans ma jeunesse. Et j'ai vu beaucoup d'enfants qui justement se rendaient pas compte que devant eux c'était du spectacle vivant, qu'il y avait des acteurs et que quand ces enfants-là parlaient et discutaient dans la salle, du coup ils se rendaient pas compte que les acteurs aussi les entendaient. Oui. Donc il y avait la vraie question du quatrième mur du coup au final. Mais c'est vrai que les enfants se rendent pas forcément compte de ça. Des fois, parfois ils vont jouer sur scène. J'allais dire quand vous travaillez avec des enfants, si ça vous arrive, du coup c'est quelque chose que vous travaillez avec eux, c'est quelque chose que. Alors on n'a pas de spectacle pour enfants particulièrement. Non, mais c'est évident que quand on en voit, ou même en théâtre classique, en théâtre écrit, les réactions des enfants sont extrêmement spontanées et ils se rendent pas du tout compte qu'il y a des vraies personnes qui sont en train de jouer en direct devant eux. Pour eux c'est un peu comme être au cinéma, c'est-à-dire qu'ils vont commenter, ils vont parler, voilà. Mais tout ça, c'est une question d'éducation du public aussi. Et les enfants, c'est vrai qu'ils ont cette spontanéité-là de se dire, en fait, il se passe un truc sur scène, mais c'est pas dans le même espace que le mien. Moi, je suis assis, je regarde quelque chose comme au ciné. Et du coup, ils ont pas ce recul-là qu'ont les adultes il faut se tenir bien au théâtre, il faut pas parler au théâtre, etc. Mais après, on est assez prévenus généralement quand on fait des spectacles pour enfants.
qu'effectivement c'est des conditions qui sont très différentes d'un spectacle pour adultes entre guillemets ou d'un spectacle tout public, parce qu'effectivement ça réagit, ça parle, c'est différent. Moi j'ai vu aussi des spectacles pour enfants avec des enfants scotchés, couvrent pas la bouche pendant 1h15, la bouche grande ouverte, sans mettre un son, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aborde le thème, parce que ce que j'ai eu comme vécu par rapport au spectacle d'enfants, en fait, ou destiné aux enfants, ou destiné à tout public, ça dépend comment on accepte le terme, c'est que le public enfant était très exigeant. Si ça fonctionnait pas, et on le voyait tout de suite. Oui. En tant que comédien, du coup, on voyait beaucoup plus facilement, parce que du coup, les enfants, ils ont pas ce filtre-là. Ils trichent pas, les enfants, rarement, donc... Et pour le coup, vous êtes jamais dit, et pourquoi pas faire un spectacle d'improvisation devant des enfants? Pour enfants, si. Ça peut être une idée, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on a pensé là tout de suite, en tout cas qui sont dans les tuyaux là maintenant, pour la saison prochaine, mais c'est vrai qu'on pourrait faire, il y a des choses qui se font en impro, en général pas mal de choses, on improvise avec les jouets des enfants, avec leurs doudous, des choses comme ça, qui sont faits, quoi, mais pour le coup, nous, on fait pas. Pas pour l'instant, du moins. Pas pour l'instant, absolument, ouais. Ça peut être une bonne idée. Wow, on a trouvé une idée. À suivre. Ouais. Est-ce que vous diriez que l'improvisation, elle part en pauvre, j'allais dire, du théâtre classique? Est-ce que, en tout cas, pendant une certaine époque, ça a été quand même un peu ça? Et quand tu parlais de préparation, il y a une énorme préparation. Enfin, en amont, et j'ai l'impression que les gens se disent, bah non, en fait, ils sont là, ils racontent 2-3 conneries, si ça marche, c'est bien. Et alors que non, il y a énormément de travail derrière. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis, d'ailleurs je ferme la fenêtre, on sait jamais si vous me frappez. On a amené des tomates. Est-ce que le théâtre d'improvisation, elle part en pauvre, et est-ce que le théâtre classique, elle est l'élite, à votre avis? Non. On n'a pas envie de le penser, en tout cas. Non. En tout cas, dans la tête des gens, peut-être. Dans la tête de certaines personnes, peut-être. Dans les faits, pour moi, la réponse est assez catégorique, non. Voilà. Après, oui, il y a un côté... Enfin, déjà, il y a déjà un côté élitiste dans le théâtre classique, au-delà de l'impro de base. C'est pas tout le monde qui va au TNP, c'est pas tout le monde qui va voir du théâtre comme ça. Et après, oui, c'est vrai que dans les faits, on se rend compte que l'impro est un peu le parent pauvre du théâtre, ça c'est sûr, puisqu'il y a moins de subventions, par exemple, il y a moins de choses qui sont faites. Oui, il y a un côté... comme tu disais, c'est facile ce qu'ils font, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de machin, mais c'est pas le cas. Et après, je pense souvent que les gens qui ont une image assez fermée de l'impro, et des gens qui la connaissent très peu en fait, et qui connaissent pas ce qui se fait en impro, et qui ont une image assez fermée de ce que c'est l'impro. C'est vrai. Mais ça rejoint un débat qu'on pourrait très bien avoir entre le théâtre dit classique et le café-théâtre, par exemple. Parce qu'effectivement c'est moins aidé, parce que c'est plus entre guillemets du bricolage, et c'est pas du tout négatif quand je dis du bricolage, c'est juste qu'effectivement les moyens sont pas les mêmes souvent, et il y a c'est un peu le même débat qu'on a entre l'impro qui est plus assimilé effectivement au café-théâtre et le théâtre dit classique, mais moi, j'ai pas envie. Ouais, je suis comme Nat. J'ai pas envie de penser que c'est le parent pauvre. Effectivement, réellement, enfin, dans les faits, je pense que pour certaines personnes, c'est le parent pauvre. Mais en fait, moi, faut qu'on défende ça, au contraire, justement. Nous, qu'on dise non. Ah, pour moi, c'est pas un parent pauvre. Non, mais je trouve que cette espèce de un petit peu de débat de la chose qui fait que certaines personnes peuvent penser ça, c'est un petit peu le même problème que à l'époque, il y avait la musique classique, c'était de la vraie musique parce qu'il y a des vrais orchestres, des vrais instruments, et maintenant il y a du hip-hop, c'est une musique barbare. Bah, pour moi, c'est un peu le même principe. Je vois pas comment ça peut être un argument recevable. Et au niveau des politiques, est-ce qu'ils préfèrent pas finalement subventionner un énième Molière ou Shakespeare que de se lancer aussi dans un monde d'improvisation où ça fait peut-être plus populaire? Ils ont peut-être un peu peur. Peut-être. Alors, il y a plus d'argent qui est distribué au théâtre classique qu'à l'impro. Je trouve que c'est quasi nul, de toute façon, pour l'impro. Il me semble. Je crois que l'une des premières subs qu'il y a eu pour l'impro, c'est quand il y a eu l'Euro de l'impro. Pendant l'Euro de foot, où il y a eu un Euro de l'impro, pour le coup, il y a eu des subventions. Et c'est du coup de ça dont je voulais parler. Il y a eu Jamel Debbouze, Mélissa Torio, qui ont fait pas mal de trucs dernièrement, où il y a eu, qui ont essayé en fait de faire rentrer l'impro dans les collèges, de faire jouer ça aux collégiens, de faire reconnaître ça. Ce serait super. Donc, il me semble qu'il y a eu un document qui est sorti il y a pas longtemps, comme quoi l'éducation nationale
reconnaissaient des choses de l'impro, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, qui essaient de faire en sorte que ça soit plus reconnu, en tout cas que les valeurs de l'impro pédagogique sont hyper fortes et du coup importantes, et essayer de faire vivre ça. Donc je pense que ça change un petit peu, petit à petit. Mais effectivement, dans les faits, en tout cas dans ceux qui ont l'air d'avoir les boutons sur on donne l'argent ou on investit là-dedans ou pas, en tout cas il semble qu'ils aient une vision assez établie des choses en tête, j'ai l'impression. Après c'est un peu le problème de la culture, peut-être un peu en général, c'est que c'est quelque chose de pas forcément rentable et que c'est un investissement, donc de base déjà c'est un peu compliqué. Mais en plus de ça, l'improvisation c'est quelque chose qui de plus en plus devient populaire. Mais déjà il y a 20 ans, de l'impro à Lyon, tu te disais ça, je veux dire, il y a peut-être 2 personnes sur 10 qui t'auraient dit ouais, je vois à peu près ce que c'est. Maintenant je pense qu'on est peut-être plus à 6 personnes sur 10. Ah, même plus, je pense. Peut-être. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi très rassurant de programmer ou de subventionner un Molière, un Shakespeare, un Tchekhov. On a l'assurance déjà que c'est bien écrit et que l'histoire est intéressante. Et du coup, il y a une prise de risque qui n'est pas prise parce que l'impro, justement, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Voilà, c'est évident que programmer ou subventionner un classique, il y a un côté très rassurant. On sait plus ou moins à quoi s'attendre. Enfin, du moins, on croit qu'on sait à quoi s'attendre. C'est une reconnaissance d'avoir des subventions publiques pour non. un art, pour quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une reconnaissance politique. Oui. Peut-être pas pour les comédiens, mais c'est une reconnaissance politique, clairement, puisque ça veut dire qu'on prend conscience que ça existe et qu'on participe à l'intérêt général de ça et de tout le monde, quoi. Mais après, c'est un débat qui va plus loin. C'est que le budget de la culture est trop faible, au-delà de l'impro, au-delà de machin. On n'est même pas 1% du PIB pour la culture. Ça me semble, c'est un petit peu surréaliste. De mon point de vue, pour un pays culturellement quand même riche à la base, quoi. Ouais, et puis c'est qu'est-ce qu'on exporte pour de vrai, en fait. C'est quoi un peuple, si tu veux pas, c'est un autre débat. Super débat, on pourrait sur une émission, il y a pas de voilà, mais ce que je veux dire, c'est que du coup c'est très culturel à la base, quoi. Donc du coup pour moi le problème il est surtout là. Il n'y a pas assez de sous déjà pour l'ensemble du secteur, peu importe ce qu'ils font. Et encore moins pour l'impro, du coup. Oui, il faut pas croire, il n'y a pas énormément de compagnies qui touchent des grosses subventions et qui peuvent en vivre. Hein. Non, mais au-delà de ça, et puis même au-delà d'en vivre, des aides pour des projets, des choses comme ça, il y a des choses qui se font, mais il en faudrait plus. Dans ma tête, j'ai l'idée, la dissociation un petit peu entre le théâtre privé, qui est sans subvention et qui vit un peu tout seul, j'allais dire, en faisant des formes de théâtre particulières, et le théâtre public, où il y a beaucoup d'expérimentation, il y a peut-être aussi beaucoup de recherche, un peu du théâtre contemporain, qu'on ne voit pas dans le théâtre privé, par exemple. Ouais, dans le théâtre privé, on voit aussi des choses hyper intéressantes, hyper ouvertes. C'est l'histoire, historiquement, il y a toujours eu des mécènes, il y a toujours eu des gens qui payaient derrière, quoi. La culture n'a pas à volonté d'être rentable, quoi. Ah non. C'est pas son projet, quoi. Pour moi, c'est pas son projet. C'est normal. C'est un projet quand on vend des radiateurs. C'est super, on est rentable, quoi. Et puis les gens ont chaud. Mais ça va pas être, ça peut être rentable, la culture, quoi. Mais c'est comme la santé, finalement. Enfin, tu vois, c'est rentable d'une autre manière. C'est rentable sur la santé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de santé, les gens, en fait, ils meurent. Donc, en fait, voilà, c'est rentable humainement. Et la culture, c'est pareil, c'est rentable humainement, quoi. Ça ouvre les esprits, ça permet de vendre des radiateurs dans les salles de spectacle. Ça permet de vendre des radiateurs dans les salles de spectacle. Et des climatisations quand il fait chaud aussi. Parce que du coup, tu fais les deux. Quand t'es intelligent, vous vous retrouvez avec ma voix, du coup, derrière. Et après, vous vous retrouvez avec la voix de Naz qui pourrait jouer dans Robocop. Voilà. Sarah Connor. Non, c'est à côté. Non, c'est à côté. En préparant l'émission, j'avais vu en fait une petite citation. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais, Dis-nous tout. Dis-nous tout. L'esprit d'improvisation est un défi au sens créateur. Savez-vous de qui c'est par hasard? Non. Je vais dire Orson Welles parce que j'ai mangé trop papillote. Moi j'ai le papier à côté de moi et j'essaye de regarder du coin de l'œil, mais Alain a mis sa main dessus, donc je ne peux pas savoir. Michel Delpech, non? Pas loin. Il me semble que c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, d'accord. Ça veut dire que du coup l'improvisation existe depuis ce que tu me disais tout à l'heure. Dans le théâtre antique, il y avait de l'impro. Je crois que l'improvisation, en fait, apparaît avec le théâtre quasiment en même temps, en fait, quoi. Ça a travaillé beaucoup sur des canevas, donc il y avait des parties de l'histoire écrites et le reste était improvisé. Il y avait
pas forcément de pièces écrites en totalité, donc Surtout, mais ça continue avec la Commedia dell'arte à l'époque de Molière, etc. C'est des canevas qui sont écrits, donc l'improvisation est complètement comment on dit, inhérente au théâtre écrit. C'était le même mot, hein. C'est l'improvisation a eu son nom propre, comme je disais, quand on a voulu le séparer du théâtre pour de vrai, quoi. Donc en fait, pendant longtemps, il n'y avait pas un distinguo, quoi, entre ces deux choses-là. C'était un ensemble. J'allais dire, en Grèce antique, pour écrire un texte, il fallait peut-être graver sur des cailloux ou écrire sur des papyrus. Est-ce que du coup, c'était pas plutôt lié à la question de la tradition orale et tradition écrite? Non, en fait, ce qui se passait, et ça tombe bien, parce qu'on a rebossé ça il y a pas longtemps, dans le théâtre antique, il y avait, pendant les Dionysies, il y avait les fêtes sur Dionysos, parce que nous, le théâtre, on n'est pas dans les beaux-arts, avec la musique, la peinture, tout ça. Nous, on est avec Apollon, le nous, on vin est et avec la le vin bouffe. et la fête, le théâtre. L'extase, mon pote. Et dès le début, je pense qu'on nous a bien classés. Et du coup, il y avait les Dionysies, donc il y avait les fêtes, et il y avait des concours d'écrivains, des concours, et en fait, c'est grâce à ça qu'on a récupéré toutes ces pièces et récupéré tous ces trucs-là qu'on traversait les époques. Il devait sûrement avoir plus d'auteurs que ce qu'on a récupéré. Mais beaucoup plus de pièces que ce qu'on a connaît, récupéré. mais en tout cas, c'était les gagnants de ces concours et c'est les pièces qu'on a connues, quoi. Donc ça écrivait déjà à l'époque, pas mal. Hein. Ça me fait penser à un film récemment sur des concours en fait d'orateurs, je sais plus comment il s'appelle. À voix haute. À voix haute, c'est ça. Ouais, j'en bien un film. Est-ce qu'il y a Génial. des liens, des connexions entre, complètement. entre Ouais. ce genre d'exercice-là qui prépare à parfois être avocat ou notre question-là? Est-ce que et Ah ouais, l'improvisation? Bah, de toute façon, notamment les exercices qu'on voit à un moment donné, ils font des exercices de confiance pour le groupe, enfin, qu'ils soient ensemble, qu'ils apprennent à se libérer un peu, si je peux dire ce mot. Mais ouais, complètement. Il y a plein d'exercices qui sont exactement pareils. Ouais, on a retrouvé, enfin, moi en voyant le film, j'ai retrouvé plein de choses qu'on fait travailler nous à nos élèves en impro et c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est hyper intéressant, c'est très touchant et très drôle et cette aisance à la prise de parole en public et elle s'apprend vraiment et ce film montre très bien que même tout le monde peut apprendre ça et même des élèves qu'on n'imagine pas forcément doués ou quoi. Ils sont un peu timides, un peu réservés. Ouais. Et Après, tout le monde a quelque chose à dire et ça peut être tout est hyper intéressant. Et l'avocat qui est en charge de ce projet à Saint-Denis, du coup, il est impressionnant dans le film quand on l'entend parler. Des fois, il est un peu séco, ça. Ouais, mais il pose terriblement bien sa voix. Un peu sec. Des fois, ouais, il les pousse un peu. Non, c'est un très beau film qui donne une approche assez théâtrale. C'est quoi de le ce nom concours. du film, pardon? À voix haute. Ouais, j'ai beaucoup aimé moi. Moi aussi. Je veux pas grand-chose de En plus même temps, à en rajouter. tant qu'avocat, tu fais aussi de l'improvisation. Enfin, je veux dire. Ouais, mais les avocats sont impressionnants. L'art oratoire, c'est aussi pas mal d'impro. Ouais, mais mais parfois vous allez être dans une entreprise, tomber, je sais pas, sur un RH, sur quelqu'un dont c'est le métier de parler aux gens, et vous allez tomber sur un truc, c'est Disneyland, le type il sait pas parler, quoi. Il sait pas parler même des PDG, des fois, parfois nous on est tombé, on citera pas de nom, mais sur des PDG qui s'expriment devant leurs employés, et c'est pas possible, quoi. Ça s'apprend en fait. Par contre, ça s'apprend. Par contre, c'est pas un truc qui est inné de s'exprimer en public. Il y a des gens qui ont plus de facilité, mais à peu près comme tous les trucs, quoi. Les trucs, on est plus ou moins doués. Mais par contre, pour le coup, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend et c'est un truc qui apparaît de plus en plus, j'ai l'impression, dans les entreprises ou les choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est en train vraiment d'apparaître et pour ça, l'impro. C'est vraiment super, quoi. Ça permet vraiment plein de choses. On parle de la communication verbale, non verbale, comment on se tient, comment on dit les choses, comment on peut analyser qui on a en face de nous, comment on peut installer une relation de confiance avec quelqu'un. Tout ça, c'est des choses qu'on peut développer
grâce à l'improvisation théâtrale, quoi. C'est pour ça qu'on intervient pas mal en entreprise. C'est le deuxième coup de pub. Mais c'est souvent ce qu'on voit un petit peu récemment sur les startups, où les gens qui viennent faire leur pitch pendant 5 minutes, ils veulent parler de leur projet entreprise, ou les gens qui vont faire aussi des concours aussi sur les thèses art aussi, qui doivent expliquer leur thèse en 1 minute. Ouais, j'ai vu ça, c'était sublime. Un truc comme ça. Ouais, incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est des exercices quand même assez impressionnants d'arriver à expliciter ou expliquer un projet qui semble complexe, ou en tout cas qui part dans toutes les directions. Après là c'est préparé, après c'est écrit, et, je crois pas que ce soit improvisé. Non, c'est écrit. Le truc de la thèse, c'est que c'est écrit. Et oui, comme finalement... C'est déjà pas mal à mon avis. Ah oui, Vaut mieux qu'une thèse soit écrite, non? Ouais, mais... Vaut mieux que l'improviser, ça te paraît chaud quand même. Mais de toute façon, oui, clairement, la façon dont on dit les choses va intéresser plus ou moins les gens, quoi. On l'a bien vu. Par exemple, on sort de campagne, on a vu plein de gens s'exprimer à la tribune, et on se rend bien compte que quand on s'est parlé, les gens sont plus ou moins chiants. Peu importe le fond, je suis pas en train de juger le fond, mais que savoir s'exprimer devant les gens, et ça change la donne, ça fait mieux passer ce qu'on dit en général, quoi. Pour le coup, ça m'interroge moi sur la question, c'est quelqu'un qui va être très compétent, qui va être très bon dans son domaine, mais qui n'arrive pas à l'exprimer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au final, loupe une grosse partie de son taf, s'il est politique. S'il est, ça devient problématique en plus, j'ai l'impression maintenant dans les entreprises, puisqu'on fait appel de plus en plus à ça, quoi. À ça. Je pense que ça me semble intéressant de filer ça aux gens, quoi. Et puis de toute façon, je pense que les gens doivent être un peu en souffrance de pas pouvoir exprimer ce qu'ils font, ou de pas... Souvent, ça arrive, le type, c'est une tronche, c'est un génie, il a fait une thèse de maths, il est sublime, quoi. Il vraiment de vrai, tu lui demandes de t'expliquer, tu le vois bien. Mais c'est un bon exemple. Moi, pour voir si les gens savent expliquer, je vous leur demander de pitcher un film. Et vous allez voir qu'il y a des problématiques pour beaucoup à exprimer quelque chose, une idée, en fait. Parce que tu vas dire, explique-moi le film. Alors à un moment, il y a un type. Non, un film, c'est pas un moment, il y a un type. Ça peut pas commencer comme ça. Et les gens vont pas vous donner, ça va partir dans tous les sens. Rien que ça, des choses qui peuvent s'apprendre, quoi. Exprimer sa pensée, hiérarchiser ce qu'on va dire, dans quel ordre on va le dire. Ça change pas mal. Vas-y, pitch-moi Alien, par exemple. Le premier? Oui. C'est l'histoire d'un équipage. Attention, spoil. D'un équipage spatial dans l'espace. Je crois qu'ils vont miner, non? Je me souviens plus. Oui, ils vont dans c'est un cargo, je crois, qui livre des un cargo de livraison. On est dans le futur, on a conquis l'espace, tout ça. Et en fait, il va se passer qu'à l'intérieur du vaisseau, il va y avoir une contamination par une entité extraterrestre. Je vais pas vous gâcher la surprise. Et cette entité extraterrestre est ultra belliqueuse. Et ils vont essayer de survivre à cet alien. Comme ça, il a placé belliqueuse. Oui, c'est pas mal comme ça. Ça va, ça me convient. Y a pas de spoil. C'est vrai que pour rejoindre le truc en entreprise, moi je vois bien dans la mienne, ça fait 20 ans que j'y suis, c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était stéréotypé, c'était rigide, c'était codifié, c'était chiant. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des techniques d'animation participative, comme on dit. Ils sont prendre l'aisance, même les cadres sont formés à Paris, par exemple, où on leur dit, exprimez-vous, mais de façon plus détendue. Vous n'êtes pas dans une arène, etc. Et même pour la lecture de CV, maintenant, j'ai appris ça là dernièrement, ils se focalisent moins on va dire, sur les diplômes, etc., mais peut-être plus quand ils seront devant un jury, devant l'oral. L'oral va peut-être compter plus que finalement que les diplômes à 3 CV, pareil, on va dire. Ils vont peut-être plus essayer de cerner la personnalité. Si dans les hobbies, on va jouer au foot, tout le monde s'en fout. Par contre, si c'est je fais du théâtre d'impro, etc., ils vont plus piocher dans les hobbies, etc. Il y aurait une recherche des personnalités, peut-être un peu. Enfin, je me dis que de toute façon, à CV identique, quand tout le monde a les mêmes diplômes, du coup, tu dois
prendre celui qui te paraît passer le mieux devant toi, là. Et puis, toutes ces problématiques-là, ça va aussi avec les choses qui sont un petit peu à la mode en ce moment, de bien-être au travail, etc., où il y a beaucoup plus de team building, de cohésion de groupe entre les employés qui sont organisés en début d'année, ce genre de Vous choses. voyez pas sa tête, mais elle est très médisante. Pas du tout, c'était pas de la médisance, je faisais une petite moue assez glamour, je dois l'avouer. Non, c'est la moue et pas la guerre. Voilà. Mais c'est vrai que ça va vachement avec ces problématiques de cohésion de groupe qui sont assez à la mode en ce moment, et savoir s'exprimer sur des sujets qui peuvent un petit peu fâcher entre les employeurs et les employés, mais de façon beaucoup plus douce et un peu peut-être plus détournée, comme ça passe mieux. C'est toutes ces problématiques-là qui sont un petit peu à la mode aussi en ce moment. Voilà. Puis en plus, je crois que maintenant, il y a de la fiscalisation bonne pour les gens qui font ce genre de choses. Donc c'est pour ça, je crois que c'est en train d'exploser. Il y a moyen. Donc du coup, l'État fait une petite reconnaissance là-dessus, en fait. Sur ça, oui. Il y a des choses qui se font, ouais. Enfin, en tout cas, les entreprises sont encouragées à faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu proposes à une entreprise, si je suis une entreprise de lambda Ça dépend de la problématique. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si on peut très bien proposer de la cohésion d'équipe, avec une nouvelle équipe, avec plein de gens qui doivent se rencontrer, et comment on va essayer de mettre une bonne ambiance entre eux et de faire en sorte qu'il y ait un espace de travail qui soit bon, simplement. Ça peut être animé une soirée que tu vas faire, et à ce moment-là, on va venir faire une prestation avec un spectacle. Ça peut être quelque chose aussi où on va travailler en scénette des problématiques qui sont liées à l'entreprise, et quelque chose un peu plus de théâtre, ce qu'on appelle le théâtre forum. De sensibilisation. Voilà, enfin ça peut être énormément de choses, également, tout simplement. Ça peut être énormément de choses. Donc on peut se retrouver, peut être donner des ateliers d'impro à des élèves qui sont dans une école de commerce, par exemple. Ça semble ultra pertinent, quoi, puisque ça les aide beaucoup. Mais ça peut être, nous on s'est retrouvés par exemple à aller écrire des pièces pour une sortie de produit qu'il y avait dans une entreprise qui voulait vendre de manière un peu plus funky qu'une pub à la con, si je peux me permettre. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à écrire des scénettes là-dessus. Et pour le coup, on n'a pas fait de l'impro, là. Et à rendre ça drôle, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à faire dans le monde de l'entreprise, mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Et avec, je pense, en plus, des résultats, quoi. Oui. Voilà. Avec des choses palpables derrière, quoi. Clairement, rien que la relation entre les gens, faire de la communication, relation entre les équipes. Enfin, il y a un exercice très simple, le patron devient employé dans une impro, l'employé devient le patron, où chacun va rejouer un de ses collègues, et du coup on va se rendre compte d'un œil extérieur de ce qu'on renvoie, et souvent en fait ça permet de nous de créer quelque chose de bienveillant en fait au moment où ça se passe, et du coup que les gens vont pouvoir communiquer, se dire les choses, recaler ces choses-là. Ce qui est peut-être un peu plus difficile à faire au quotidien, en disant t'es un peu sec quand tu me demandes de faire quelque chose, ou t'es un peu désagréable, ou je comprends pas trop ce que tu veux et j'ose pas te le dire. Et puis nous on est extérieur à la situation, donc on arrive vraiment comme un élément là-dessus. Parce que toi aussi tu fais des interventions. Ouais, c'est toute la compagnie. L'équipe BIS, c'est toute la compagnie. Toute la compagnie. Mais j'avais pas tous forcément en même temps, pas tous, mais ça va être toute la compagnie. Ouais, c'est l'équipe BIS qui fait ça. Alain, toi aussi t'en as déjà fait ou Non, moi j'en ai pas fait. Moi j'étais juste élève de l'équipe BIS. Voilà. C'est la deuxième année d'impro. T'es en deuxième année, toi. Ouais, il vient de finir sa deuxième année. On donne des cours d'improvisation, et donc on a des élèves. Et donc on fait ça, et donc Alain était un de nos élèves. Et donc on passe à la radio. Et Alain, pourquoi t'as choisi l'improvisation? Enfin, qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y. C'est ton tour. Alain, dis-nous, explique-nous un petit peu. Et tu peux même critiquer tes petits camarades. Pas de souci. On a toujours une cagette de tomates à nos pieds. Ah bon. Du coup, t'inverses les rôles là, c'est cool. Pourquoi du coup l'impro? J'ai fait ma deuxième année du coup avec vous, l'équipe BIS. La première année, je l'ai fait avec Amélion, l'année encore d'avant.
Et avant, on me demandait toujours si j'avais fait du théâtre ou pas, parce que j'ai fait animateur pour enfants, j'ai fait plein de petits boulots comme ça, j'ai fait accueil et tout ça dans des différents théâtres. Et on me demandait toujours si j'avais fait du théâtre. Je disais, non, j'en ai jamais fait. Et puis, voilà, quoi. Et puis, il y a 2 ans, il y a une pote que vous connaissez un petit peu, qui s'appelle Lise, qui m'a dit, je fais du théâtre d'impro, j'en ai fait à la Lily l'année dernière, je vais aller à Caméléon cette année. Qu'est-ce que ça te dirait de venir avec moi à Caméléon? Allez. Ouais. Et puis du coup, je me suis lancé, puis voilà quoi. Mais c'est un peu mon histoire par rapport au théâtre ou à l'impro, elle est très très récente. Même si on m'a toujours dit que j'avais fait du théâtre quand j'étais gamin. Enfin, et alors tu en es ressorti comment de cette expérience d'improvisation? Traumatisé. Totalement traumatisé en fait. Totalement. J'ose plus m'exprimer devant les gens. Ma première expérience de théâtre, c'était quand même que quand j'étais petit, alors je sais plus, je dois être en primaire, en CM1 ou CE2, je sais pas quoi. J'ai fait une pièce de théâtre où j'ai joué un sketch qui s'appelle La Valise. Je sais même plus ce que c'est. J'essaie de chercher ça sur internet, je tombe sur La Valise RTL. Je sais pas quoi. C'est pas une valise qui s'ouvre jamais ou un truc comme ça. C'est quelque chose. Je crois que je l'ai fait. Ça je crois que c'est un vieux sketch qui a tourné dans les Club Med ou des conneries comme ça un peu. Je crois que c'est ça. Hein? Mais le Club Med et ce genre de truc, je pense que c'est une très bonne école d'impro. Quand on voit les spectacles, des fois tu te dis, les mecs, ils donnent tout quoi. Moi, j'ai un très bon souvenir en tant que gamine de voir les spectacles des géos et de me dire, en fait, je veux faire pareil quand je serai grande, quoi. Donc on vient d'avoir mais j'ai jamais grandi. Le secret, Matos, je veux être Géo Club Med. Très exactement, et faire des spectacles. C'est mon rêve ultime, donc, Club Med, si vous nous écoutez, Mathilde vous pouvez peut-être réaliser un rêve d'enfant. Voilà, je crois qu'ils embauchent souvent les Club Med. Oh oui, je cherche. Il y a moyen aussi de faire des vacances sympathiques. Moi, j'ai plus l'âge pour les saisons, mais peut-être Mathilde. Oui, mais moi, je suis jeune, contrairement à toi. Tu sais, t'as jamais été Géo Club Med ou machin, t'as jamais fait ce genre de truc. Mais en fait, tu ne dors pas. Et voilà. Et donc, grosso modo, la journée, tu bosses, et après, tu as réunion, et après, du coup, tu as 2-3 heures de sommeil, et puis après, tu dois te relever le matin pour réattaquer. Oui. Et puis, en fait, en gros, pendant 3 mois, en fait, tu ne dors pas vraiment. Tu fais des petits trucs. C'est très bonne ambiance. Sympa. C'est comme animateur un peu dans les colos. C'est le même principe. Mais j'ai jamais vécu en tant qu'animateur ou en tant que. C'est vrai. Tu pars pas en colo cette année, Aurèle? Excuse-moi, j'avais une maman. Moi. Non, mais je parle de cette année, tu pars pas en colo? En colo, si, là, je suis dans le groupe des 12-24. Ah, ouais, c'est un peu vieux du coup. 12-24? Ils sont plus vieux que moi, Les fameux 12-24. Non, on se moque de lui parce que c'est le petit jeune de la compagnie, alors on se moque un peu. T'as encore ta carte SNCF 12-25, c'est ça? Je viens de passer les 26 là, donc tout ça c'est fini pour moi. Et ouais. Je suis rentré dans la dure catégorie des hommes de plus de 25 ans qui ne sont ni étudiants, ni moins de 25 ans. La catégorie des plus de 25 ans qui n'ont pas moins de 25 ans. Merci Aurélien. Je l'avais pas répété, je pense que ce serait passé carrément après. Ouais, mais je suis désolé. C'est le point cohérence de la. C'est le point cohérence. Voilà. Tu sais comment je suis. D'après ce que je vois sur ta petite fiche à ton conducteur, Alain, t'avais d'autres sujets, je crois. J'avais 2-3 petits trucs, mais du coup, j'avais une question, mais je crois que celle-ci, elle a été un peu traitée. Ma question bonus, en me disant, on sait jamais si les discussions s'amènent bien, tout ça. Je me dis, hop, je fais une petite bonus tranquille. Petite bonus track. Un petit bonus track, j'ai 2 trucs en fait. J'ai la petite bonus track et après on va peut-être parler des actualités de l'Abysse. Allez, ça nous va. Allez. Bonus track, c'est le collectif dans l'impro, c'est un outil ou c'est une condition d'existence? Le collectif. Alors déjà c'est beau. J'ai pas entendu. Le collectif dans l'impro, c'est un outil ou une condition d'existence? Vous avez 2 heures. Chaud, je dirais une condition d'existence, mais c'est peut-être pas aussi tranché que ça, quoi. Pour moi, c'est les deux, en fait. Enfin, l'impro solo existe. Tu peux faire un spectacle d'impro solo. Mais pour moi, l'impro... Alors après, c'est une vision totalement personnelle du truc, mais pour moi, l'impro, ça se fait à plusieurs, parce que c'est la rencontre qui est hyper intéressante, et c'est rebondir sur les idées de l'un et de l'autre qui fait avancer l'histoire. C'est ça qui fait la beauté du truc aussi. Et moi, c'est ce qui me donne aussi envie de faire de l'impro, quoi. C'est le fait de rencontrer des gens et de jouer avec eux. Et d'être surpris. Et en même temps, c'est un outil parce que... Enfin oui, c'est un outil pour ça, et c'est une condition d'existence pour ça aussi. En fait, je crois que du coup, c'est les deux. En fait, je suis en train de réfléchir à la phrase que je viens de dire. Et en fait, pour moi, c'est un peu les deux. J'ai pas envie de dire que ce soit une condition, parce que je pense vraiment que... y a des gens qui font de l'impro solo, et ça peut être vraiment impressionnant. Mais
de façon personnelle, moi, l'impro, c'est collectif, quoi. Et puis au-delà de... Je partage ce que tu as dit sur la scène. Merci Nad. Mais au-delà, en fait... Enfin, je sais pas, c'est vrai que nous, on a monté une compagnie et ça transpire le collectif dans tout ce qu'on fait, quoi. Donc, on prend rarement une décision tout seul, on est toujours en train de se consulter, on est toujours en train de s'appuyer les uns sur les autres et de se partager le travail, etc., etc. Donc, ouais, il y a un vrai projet collectif pour moi à l'impro, en tout cas à l'équipe BIS. Puis, cette question-là, on peut mettre de côté ceux qui le font en solo, mais de base, si tu le fais avec d'autres personnes, le collectif est obligatoire quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, moi je pense que c'est dans cette question-là, de toute façon, le collectif est obligatoire. On peut pas poser cette question-là à un improvisateur solo puisqu'il est tout seul. Donc, ouais, mais en vrai même, je dirais que l'improvisateur solo, il est tellement en général dans les spectacles solo en connivence forte avec le public qu'au final, que en fait, du coup, sa réponse, elle est dans le public et il est en fabrication avec le public. Plus que tout seul dans sa tête quand même. C'est vrai. Et parce que oui, c'est vraiment ce qui est intéressant dans l'impro, mais à la fin on sort de l'impro, on se demande mais pourquoi on a joué ça, parce que moi j'avais ça en tête au départ, toi t'avais ça en tête, puis finalement on a fait ça de manière tout à fait naturelle et puis c'est un peu la troisième voie comme on dit. Ouais, c'est vraiment ça qui est cool en impro, c'est cette fameuse troisième voie qu'on va trouver ensemble et ça rebondit sur le collectif, quoi, clairement. Ouais, et puis sur l'autre en fait, quoi. Le mot collectif il peut être pris dans le sens où au final on peut faire un spectacle d'impro avec 6 personnes qui se connaissent vite fait mais qui s'entendent pas trop, et du coup mais moi je vois plus collectif comme si on prendrait l'exemple du sport, c'est-à-dire qu'en fait je vais pas jouer solo, quoi. Je vais pas aller prendre le ballon tout seul et aller marquer parce que j'ai un risque de me la faire prendre. L'impro c'est un peu pareil, je suis pas là pour briller tout seul, je suis là pour jouer avec les gens et on est là pour créer un spectacle qui va être intéressant, on est là pour gagner un match, on n'est pas là pour mettre un but, et c'est pareil. Et c'est pour ça que pour moi dans l'impro il y a plein de métaphores. Je l'ai créé à l'instant bien. Et puis j'ai l'impression que même dans le théâtre plus classique, globalement, ce qu'on aime, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime être avec des gens, on aime travailler avec d'autres gens. Et donc le collectif est hyper important tout le temps. Et même quand tu parles avec des gens qui font du one man, tu te rends compte qu'ils sont jamais tout seuls. Ils sont peut-être tout seuls en période d'écriture, mais il y a toujours un metteur en scène, il y a toujours des regards extérieurs. Des fois, beaucoup écrivent à plusieurs. Donc, ouais, en fait, c'est quand même s'il y a qu'une personne sur scène, on se rend compte qu'il est jamais vraiment tout seul. Et c'est vraiment des métiers où si t'aimes pas le collectif, si t'aimes pas la vie en communauté, si t'aimes pas ça, je pense que c'est compliqué à gérer, quoi. Parce que même si t'es comédien tout seul, freelance entre guillemets, tu te retrouves sur un plateau de tournage, le collectif tu vas le manger, quoi. Enfin c'est là, quoi. Tu vois, t'es avec les gens. Après, j'ai pas tourné pour le cinéma, tout ça, mais c'est vrai que même sur un tournage, il y a une espèce de côté tous ensemble pour arriver à faire le truc, quoi. Avec les techniciens, les comédiens, le réal, etc. Ouais, c'est souvent collectif. C'est très souvent. C'est une vraie condition d'existence, du coup, si on répond à la question. Et du coup, c'est aussi un outil. Ouais. C'est un outil obligatoire. Ouais. C'est un outil obligatoire tout simplement parce que c'est une équipe. Et quand t'es en équipe, en fait, le collectif est obligatoire pour qu'une équipe fonctionne bien. Donc si tu veux partir du principe que tu veux être en équipe, le collectif prime avant ton personnel. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça que fonctionne une équipe. Voilà. Si vous voulez me recruter pour des team building. Ouais, non. Le roi de la métaphore. On va dire ça. Mais on pourra faire 2 heures. En fait, aussi, on peut dire que, là, on va peut-être pas tarder à terminer. Ça fait déjà plus d'1 heure. Mais bon, on est en charmante compagnie, donc ça va. Est-ce que aussi, le théâtre, vous travaillez avec des enfants, des ados, enfin, peu importe, adultes. Est-ce que, et vous-même, au début, est-ce que c'est pas aussi une forme de thérapie? Je connais par exemple quelqu'un qui bègue et qui aime bien aller, qui fait du théâtre. Moi, qui étais d'une timidité maladive. Non, mais c'est vrai. Est-ce que finalement aussi, on n'est pas des grands malades? Parce que en fait, monter sur scène, c'est tellement jouissif. Mais 5 minutes avant de monter sur scène, enfin, quand j'étais comédien, je me dis, putain, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as invité tes potes? Pourquoi t'as invité tes parents? Ça va être le four. Tout le monde va me cracher dessus, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas des gros malades et finalement notre maladie on la met pas sur scène, on dit regardez et puis finalement ça se passe très bien, puis après quand on reçoit l'applaudissement, c'est ça aussi, l'applaudissement du public, putain comme c'est jouissif, quoi. On a tous un peu cette maladie d'avoir besoin de la reconnaissance des autres, j'ai l'impression, quand on fait ce métier-là. Je sais pas si c'est pas malsain.
Non, c'est bien. Non, c'est une forme de besoin, comme d'autres ont d'autres types de besoins. Mais après, moi, j'ai du mal à voir le théâtre comme thérapie réellement, parce que Ou une façon de se développer. Je pense que ça peut réellement aider, par exemple, effectivement, les gens très timides, etc. Mais ça peut aider, mais je pense pas que le théâtre soit. C'est pas sa fonction première. Voilà, c'est pas sa fonction. Pour moi, on fait pas du théâtre pour faire une thérapie. Si on fait du théâtre, c'est parce qu'on a envie de faire du théâtre. Et on peut être très timide et avoir très envie de faire du théâtre. Mais on va pas faire du théâtre parce qu'on est timide et du coup ça va nous aider. Oui, non mais bien sûr. Il y a un truc là-dedans. Timide entre guillemets, enfin thérapie entre guillemets. Oui, voilà. Non mais parce que ça soulève un vrai truc et c'est vrai que moi aussi ça fait partie des choses qui me gavent. Le théâtre thérapie. Je suis venu faire du théâtre pour faire ma thérapie. Je fais non. Va faire ta thérapie, je te conseille du coup. Bah non, mais c'est vrai, il y a des gens dont c'est le métier. Le but c'est pas. Alors oui, ça a des valeurs thérapeutiques, mais c'est la conséquence de ce que c'est et ça a des valeurs thérapeutiques, mais c'est pas le but premier du théâtre pour moi, surtout pas. Après, on voit vraiment des gens exploser. Tu vas voir un psy si t'as. Oui, voilà. Mais il y a des gens qui viennent pour ces raisons-là. Je pense que c'est pas des bonnes raisons. J'en connais. Après, personnellement, qu'on soit des grands malades, qu'on soit sur scène, qu'on soit, oui, sûrement, il doit avoir un peu de ce truc-là, de qu'on est. Ah oui, je te confirme, t'es un grand malade là. Je pense que, en fait, le truc c'est que la scène, ça nous permet aussi de libérer certaines frustrations. Tu vois, je pourrais pas faire les choses que je fais sur scène dans la rue parce qu'on m'internerait sûrement. Donc, je pense que ça permet aussi de se libérer d'une certaine manière. Moi, c'est des exemples et que ça fait du bien. Ouais, j'en ai mis. Venez nous voir sur scène, vous allez venez le 19 juillet à l'Improvidence, vous comprendrez que. Mais du coup. Ouais, il y a. Oui, non, mais sûrement qu'on doit être un petit peu. Et que les artistes sont un petit peu maladifs. Un bout de j'en sais rien, je sais pas. C'est toujours un truc comme ça, est-ce que ce sont des écorchés vifs? J'allais dire concret, on est des écorchés. Ouais, est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on voit des gens, pour les questions de thérapie, en cours, par exemple, qui se révèlent réellement, ou des gens auxquels on s'attendait pas à ce qu'ils aient le théâtre ou l'impro en eux et qui explosent en cours. Et c'est hyper agréable, mais c'est vrai que, comme disait Nat, c'est pas pour faire une thérapie qu'on vient faire du théâtre. Il y a des psys, mais je veux dire une thérapie dans le sens où, effectivement, au moins t'es sur scène et effectivement, comme tu disais, tu te découvres aussi. Oui. C'est un espace de liberté exceptionnel. De faire ça, moi, je trouve que pour ma part, maintenant, c'est très dans l'obligation. C'est-à-dire que j'y ai goûté, j'ai arrêté de faire de la scène, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de ne pas être sur scène de manière régulière. Donc, du coup, je le fais, c'est obligé, quoi. C'est un truc. Je suis un peu pareil. Voilà. C'est, après, pour les autres. C'est vrai que c'est pareil, quand je vois une scène, je suis fou, quoi. J'ai envie de monter dessus. C'est hyper addictif. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, l'applaudissement du public, c'est une sensation que je pense que si on fait pas ce type de métier-là, j'englobe tous les métiers un peu artistiques ou des métiers qui se passent avec un public. Quand on n'a pas goûté à cette sensation, on peut pas vraiment savoir ce que ça fait. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et le track qui va avec aussi avant le spectacle, c'est une sensation dingue. Et puis c'est pour ça aussi qu'on fait ça. On se demande toujours pourquoi on fait ça, parce qu'on track grave, parce que ça s'en va jamais vraiment. Et en même temps, c'est du track tellement jouissif. Ouais, c'est génial. Je trouve que ça fait plaisir, les gens ils applaudissent, mais moi je le vois même pas. Ça c'est un petit peu la révélation égoïste de la chose, mais en soi il y a aussi une dimension de les gens en fait ils viennent de faire leur journée, ils viennent le soir et en fait toi t'es l'outil qui leur permet de se détendre et de se marrer. Et moi le fait de savoir que je peux faire marrer des gens et leur faire passer un bon moment d'1h30, en fait c'est ça qui est cool, en vrai. La vérité, ils m'applaudissent, ok, c'est cool, mais m'applaudir, c'est juste la conséquence qu'ils ont passé un bon moment, et moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Qu'on m'applaudisse et qu'on me fasse des olés, j'aurais fait président, sinon. Tous les présidents sont applaudis Au début, oui, un peu. Faut pas me lancer. Non, ne lance pas. Tout de suite, faut pas me lancer. Je vais me mettre mal. C'est ma première radio. Je vais me mettre mal avec le gouvernement. D'entrée, ça ne sert à rien. Je pense que c'est une mauvaise idée. Pense à ta carrière. Pense à ton. Dis ton CV plutôt. De toute façon, ce sont des questions d'actualité. Alors, l'équipe BIS, c'est quoi son actualité? Alors, on termine la saison. On est en train de finir notre belle première saison qui va s'arrêter le 19 juillet à l'Improvidence, où on fête nos 1 an avec 2 spectacles, un spectacle à 19h30 et un spectacle à 21h,
où on va jouer 2 concepts surprises puisqu'on a dit qu'on n'annonçait pas. Ouais. Avec des invités. Avec des invités. Donc l'équipe bis sera au complet, on sera là tous les 6, puis on aura 4 invités en plus, des très bons improvisateurs lyonnais avec qui on a beaucoup de plaisir à partager la scène. Il y aura un musicien live, improvisateur aussi sur scène. Donc ça c'est l'événement le mercredi prochain du coup. Oui, voilà. absolument. On y est. Et après on va prendre un mois de vacances et on revient le 19 août avec la nouvelle saison. Le 19 août on attaque avec un nouveau concept qu'on jouera l'année prochaine. Ça se passe encore à l'Improvidence. C'est où la Providence ? C'est le théâtre qu'on vous parlait qui est rue Chaponnet, théâtre des improvisateurs. 6 rue Chaponnet. Ouais, 6 rue Chaponnet dans le 3e à Lyon. Voilà. Parce que les gens savent pas. Le 14, oui, c'est moi. Le 19, on revient, voilà, avec rencontre. L'année prochaine, on sera donc à l'Improvidence avec ces spectacles-là. On sera au Chalala avec, on sera 2 fois par mois au Chalala. C'est montée de la Grande Côte. Oui, 95 montées de la Grande Côte, il me semble. Au tout début de la montée de la Grande Côte. Oui, c'est ça. absolument. Et donc tout en bas, et du coup voilà, on va jouer toutes les 2 semaines là-bas, on va jouer du catch impro et un spectacle, le Cholala, qui est un concept de spectacle d'impro libre, de format libre, voilà, d'impro avec peu de contraintes pour le coup. Comme un gros bœuf un petit peu. Voilà, donc à l'Improvidence on jouera Figurez-vous, dont je vous parlais avec le cinéma tout à l'heure, et Rencontre, dont on ne dévoile rien. Et puis on joue au Complexe du Rire aussi, voilà, 11 fois par rue mois. des Capucins, dans le rue premier. À Lyon, Complexe du Rire, 1 fois par mois, un spectacle qui s'appelle Crescendo. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que vous avez une page Facebook ? Oui, on a envie de vous joindre. On a une page Facebook, on a une page Twitter et on a un Instagram. Alors, c'est quoi la page Facebook ? La page Facebook, c'est l'équipe BIS. BIS. Hein. BIS, équipe comme une équipe, BIS comme bis repetita. Et on a un site internet également. www.équipe-bis.com. C'est le trait d'union ? Le trait du 6, petit tiret, pas l'underscore. Exactement. Plein de moyens de nous joindre. Voilà, par mail, si vous avez envie d'avoir des infos. Et le site devrait être mis à jour avec toutes les dates de l'année prochaine d'ici la fin du mois. Voilà, il y a une quarantaine, cinquantaine de dates quasiment pour la BIS cette année de prévues. Voilà. Wow. Une belle année prévue. Voilà, une belle année prévue. C'est une année qui est plus remplie que la première année, en fait. Oui, carrément. Oui, les salles nous ont rappelé, ça se passe bien à peu près avec tout le monde. Tout le monde est content. On est plutôt gentil. Et nous, on aime bien jouer, donc on va jouer plein de fois. On profite. C'est assez dingue ce qui nous arrive, donc on profite vraiment de. C'est cool, ça se passe bien. De tout ce qui nous arrive. Comme on dit, Inch'Allah, ça continue, t'as vu? Et un petit truc encore pour terminer, le dernier verre, comme on dirait. Et le cinéma, le court-métrage, ça vous dirait à long terme on en Est-ce a. que c'est une technique qui vous séduirait? Alors on a un spécialiste avec Aurélien. Spécialiste, exactement. Bonjour. Parce que j'ai fait un court-métrage. Non. Moi j'ai beaucoup d'amis à moi en fait qui ont fait un BTS audiovisuel, donc qui sont pas mal là-dedans. La Washer Prod. La Washer Production, voilà, qui est une association qu'on a créée il y a maintenant 3 ans, je pense. Et du coup, voilà, on fait des courts-métrages ensemble. Donc, j'ai envie de dire amateur, mais c'est pas vraiment. Enfin, à partir du moment où on paye, je sais pas si c'est vraiment amateur. Donc, c'est amateur, on va dire. On s'en fout, c'est des courts-métrages. Et du coup, voilà, donc on le fait. Moi, ça me plaît, par exemple, la caméra. Je sais pas trop dans la biche. Chacun a un petit peu son avis sur la chose. Hein, comme moi, peut-être faire un Shakespeare me brancherait peut-être moins que de faire des courts-métrages, même si j'aimerais bien aussi. Mais ouais, dans les courts-métrages, c'est un truc. Le cinéma, évidemment, je pense qu'on y pense. Peut-être pas tout le monde. Je sais pas. Ouais, moi, je suis dans un collectif aussi qui s'appelle Fuck Me I'm Hummus. Pour de vrai. Et on a tourné pas mal de choses, on devrait sortir des choses là. Et j'en profite pour faire un dernier coup de pub encore à Spline Studio, qui sont un studio de vidéo. Ils sont dans le coin d'ailleurs. C'est des gens avec qui on travaille quand nous on a besoin de vidéastes avec nous. Ils nous appellent des fois parfois pour des clips, des choses comme ça. Et on leur fait un petit coup de pub aussi. Et c'est des gens qu'on aime bien. C'est des gens qu'on aime bien et qui sont extrêmement doués, très compétents et qui c'est pas amateur, c'est professionnel. Ce qu'ils font, c'est vachement bien. Mm-hmm. Voilà. Et toi, Mathilde, t'as des trucs à
Au niveau court-métrage, etc. et cinéma, non, j'ai pas d'actualité fraîche. Tu fais quoi en fait un petit peu à côté de l'équipe bis, t'as des trucs, je crois. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil, Alain. Je sens qu'il se passe quelque chose autour de cette table. Oui, moi je joue dans plusieurs pièces, je cite. Je joue dans une compagnie qui s'appelle Cocotte Compagnie. Bisous les cocottes. Ouais, bisous les cocottes. Dans 2 pièces, une qui s'appelle Humour.doc, une qui s'appelle Chair de poule, et une nouvelle création qui s'appelle Les Vieux, ou En attendant que les kiwis volent, qui est prévue pour septembre. Mais je ne joue pas dedans. Voilà. Et une autre compagnie qui s'appelle Arsenic, dans laquelle on monte Les Précieuses Ridicules de Molière, justement, et Les Fourberies de Scapin de Molière également. Et ça, c'est pareil, ça va débarquer tout ça à la rentrée. Ouais. Donc oui, moi je suis plus théâtre pour le moment, mais absolument pas fermé à la caméra ou voilà. Ouais, il y a des projets en général un peu perso à droite à gauche. C'est vrai que Mathilde fait plus du théâtre, c'est bien, c'est super bien. On vous conseille d'aller voir, même si c'est notre copine, mais c'est vrai ce qu'on dit, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. On en profite. On a Étienne aussi qui s'appelle le Barbu de Valmy, qui fait du rap aussi, avec aussi le labo Les Artisans des Bonnes Ondes. Facebooker tout ça si vous voulez aller voir le copain Barbu de Valmy rapper. Je crois qu'il y a un album qui arrive bientôt. J'ai Michel Pub aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et ouais, on a des projets à droite à gauche, mais on en reparlera, je pense, quand ce sera plus d'actualité. Et filmer de l'improvisation, c'est possible ? Ouais, mais en salle, c'est toujours un problème de captation parce que tu te retrouves avec une image, mais après il te faut un micro. Du coup, les micros, c'est soit t'as des micro-cravates, soit t'as des micros au-dessus de la scène, mais du coup le son, enfin tu vois, il y a le public, il y a une ambiance, c'est comme une captation de concert, c'est un peu compliqué souvent. Et ce qui se passe souvent dans les captations de concert, c'est que t'as la ligne de son que tu récupères directement, donc t'as pas le... Ou filmer juste un... Non mais ça peut arriver, mais en fait... Faire un film d'impro et pas forcément un spectacle d'impro. Moi, enfin il y a des courts-métrages qu'on a écrits, moi justement avec mes potes, qu'on a fait, il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et on a écrit tout dans la soirée, on l'a écrit dans une nuit, et tous les dialogues c'était quasiment improvisé. Après, le faire réellement improviser, le cinéma, le problème c'est que c'est tellement de mise en place, de technique, quand tu poses la lumière, ton sondier, ton cadreur, mais déjà faut faire un chant contre chant, donc faut refaire la scène, hein. C'est ça. Donc ça veut dire déjà rejouer quelque chose, donc c'est déjà plus improvisé de facto. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais. Surtout que la mise au point est là, donc ton visage doit être là et pas là. Enfin, il y a plein de contraintes dans le cinéma qui font que l'improvisation peut être possible, mais chaque prise sera différente. Ou alors, tu peux pas faire un vrai dialogue. Ouais, et puis même pour de la prise de vue de théâtre d'impro ou de théâtre classique, il faut plusieurs caméras, puisque si un plan fixe qui va prendre la scène en entier, ça va pas être très intéressant. Donc il faut au moins une cam qui fait ça. Et une cam qui va choper des têtes, choper des visages, et du coup, il faut qu'il y ait un montage. Du coup, il faut rendre ça dynamique. Par exemple, les one-man sont plutôt bien montés en général. C'est pas chiant un one-man à regarder en vidéo. Oui, ça fonctionne très bien parce que c'est assez bien monté, parce qu'en fait, on change de valeur de plan hyper souvent. Et du coup, ça peut rendre ça intéressant. Et j'ai déjà vu du théâtre filmé qui passait pas trop mal, hein. Mais même l'improvidence font des streamings des fois, donc on peut revoir. C'est juste une caméra fixe et tout. C'est pas exceptionnel, quoi. Mais ça permet de voir, donc c'est quand même cool de faire ça. Ça donne une idée, quoi. Ouais, ça donne une idée, mais oui, il faut investir un peu de technique pour essayer de rendre ça un peu agréable. Et de toute façon, je conseille d'aller voir ça en live. De toute façon, rien ne vaut le spectacle vivant en live. Voilà, c'est du spectacle vivant. Mais même une pièce qui va être écrite, que par exemple pourrait jouer Mathilde. Que le soir où vous allez y aller, vous allez pas voir la même pièce, quoi. Vous allez voir la même pièce, mais ça va pas être tout à fait pareil, quoi. Il y a des choses qui vont changer. C'est toujours en mouvement, quoi. Donc même capter un spectacle, t'as capté qu'une fois ou 2 soirs, quoi. En gros, mais t'as pas capté. Voilà, quoi. Quand je bossais dans un théâtre pour enfants, je me rappelle moi d'une scène. J'ai dû voir le spectacle 15 ou 20 fois, je crois. Et je me rappelle d'une scène où il devait péter une théière.
Et ils achetaient en fait des vraies théières sur le marché, donc voilà. Et en fait, elle a pété 2 fois, les seules fois où il devait péter en fait, sur les 15 ou 20 fois où elle devait péter en fait. Ah d'accord, ils n'arrivaient pas à la péter. Ils n'arrivaient pas à la péter. Alors, parfois, elle rebondissait sur les gamins au premier rang, et du coup, ça foutait le bordel dans la pièce. Par contre, plusieurs gamins ont été blessés à cette occasion. Et on souhaite s'excuser encore pour les gènes occasionnés et dire à Willy que c'est pas grave s'il est borgne parce que c'est un vrai petit pirate maintenant. Voilà. Mais c'est ce qui rend... Chouette pour la kermesse. Ouais. Mais c'est ce qui rend le spectacle vivant intéressant, c'est justement que les enfants meurent en général, aussi. C'est vraiment très intéressant. Ok, Pardon. moi j'essaye de dire des trucs intelligents. En vrai, j'ai tenu de 1h15, attends. C'est déjà 1 heure, dis pas de conneries, c'est incroyable. C'est vrai. On va finir là-dessus. Soit un truc super intelligent du coup. Du coup, on rappelle le dernier rendez-vous pour l'équipe BIS de cette année, c'est le 19 à l'Improvidence. 19h30. 19h30. 21h, 2 spectacles, 6 rue Chaponnet, 69003 Lyon. On réserve pour les 2 spectacles ou pour un seul? Pour un seul, il y a un tarif pour les 2 aussi. C'est quoi le tarif? Alors, c'est le spectacle unique, ça va de 6 € à 12 € selon vos conditions. 6 € si vous êtes chômeur, 12 € en plein tarif. Et prendre 2 spectacles, du coup, ça va de 12 à 18. 12 si vous avez pris 2 fois 6 € en tant que chômeur. Et 18 pour 2 fois le plein tarif, ce qui fait 12, c'est à mi-prix le 2e spectacle. Voilà. C'est cool. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ça va être vraiment bien. Il y a mais il y a du lourd sur scène. On a des purs improvisateurs qui viennent jouer avec nous et c'est vraiment super. Donc ça va être cool. Et ça va être un bon moment pour fêter un petit peu ces 1 an de l'équipe. Oui. Après on va faire la fête. On va faire un peu la fête. Voilà. Vous faites des bisous, des papouilles aux personnes qui ont écouté Point Critique et qui se. Oui, merci de nous avoir écoutés. On a espéré être pas trop chiant pour que c'était. Mais on vous fait plein de papouilles dans le cou. Ouais. Alors voilà, moi parce qu'on aime tous les petites papouilles dans le cou. Moi pour ma le part. Mercredi 19, si on vient grâce à l'émission de radio, on peut avoir des papouilles. Si vous venez grâce à cette émission de radio, je vous fais des papouilles dans le cou. Voilà. Ça, je peux vous dire que ça vaut de l'or. Voilà, moi je vous serrerai respectueusement la main. Mais chacun fait ce qu'il veut pour l'occasion. Je vous ferai une bonne bise très agréable et un petit peu barbue. Bise. Ah oui. Là, il est temps d'arrêter. On va finir. Comment je sais, on va finir. On vous fait la bise. Vous fait la bise. Oh, c'est mignon. Ça fait plaisir à Étienne surtout. C'est oui, un jeu de mots un peu nul. Et on fait des gros bisous à nos copains de l'équipe BIS. Oui, à tout le monde. Et merci Alain de nous avoir accueillis. Merci à vous deux. Merci Radio Canu pour cette opportunité. Et pour Point Critique. Point Critique. Hashtag ça défonce. Merci Nad, Aurélien et Mathilde. Et Camille aussi pour la technique. Oui, merci. Merci. Je vais te dire un dernier mot, c'est que je vais mettre le court-métrage qu'on a fait avec l'équipe d'Awa Productions pour 48 heures sous l'eau. On a fait un court-métrage et je le mettrai en lien sur la page Point Critique. Comme ça, vous verrez ma rue, vous verrez mon immeuble, aussi mon appartement. Vous me verrez pas trop parce que j'étais plus à la technique, Perchman, machin. Enfin bref. Et donc voilà, je le mettrai, je pense, ce week-end. Donc si vous voulez, et je pense que l'émission de radio sera mise, je pense ce week-end, non, Alain? Dès que j'ai un peu de temps. Quand on aura envie. Quand ce sera possible. On partagera ça sur notre page aussi, tout ça. Autrement, c'était votre première fois une émission de radio, la première fois? Pour ma part, oui. Moi aussi. Moi, j'avais déjà fait une fois. Ouais, mais toi, tu peux toujours faire la crâneuse. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de l'exercice de la radio, ça... Moi, j'aime bien et j'adore ça, en fait. Je viens de me rendre compte que c'est absolument génial. Moi, j'attends d'écouter le podcast pour voir si on ne parle pas trop les uns sur les autres. Parce qu'on a un peu tendance à être vif dans notre façon de parler. Tous les trois. Quoi Voilà, non, si vous cherchez des animateurs radio, moi ça peut m'intéresser. Radio Canu, c'est une radio associative, donc il y a moyen toujours de proposer son propre. Faut avoir quelque chose à dire. Alain, il faut pas lui dire ça. Il a déjà mille trucs à faire. On arrive avec Aurel à la rentrée, apparemment. C'est actualité. Actualité de l'impro. Ouais. Non mais ouais, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Merci à tout le monde et tous les auditeurs avec de nous plaisir. avoir écoutés. Merci. Et voilà. Et vive l'impro. Et comme je disais tout à l'heure, donc on a projet de faire une émission vidéo filmée. On en parlera peut-être un peu plus. Ouais. Elle sera programmée au mois de septembre. Donc si on cherche du public, tiens,
on demandera à la compagnie BIS de On venir viendra en tant avec que public. plaisir. Avec plaisir. Il s'agit de foutre le bordel, vous pouvez nous appeler, y a pas de Le problème. bordel en vidéo sur une émission de 2 heures, ça peut être sympa. Ouh, oui. Ouh là là. T'as encore un dernier petit mot, Alain, pour la route? Choisis-le bien, un seul mot. Ouais, attends, je cherche. Attention. Tartiflette. Un classique. On entend ça. Merci Alain. Eh ben, pas mieux. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. Les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les dollars, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Moi, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien.